Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un plaisir de vous retrouver sur les antennes de LTM Télévision. L'émission, c'est tout au clair. Lundi, mardi, mercredi, nous prenons beaucoup de plaisir à vous retrouver sur ce plateau pour échanger autour des sujets qui font l'actualité. Il y a quelques heures seulement, le Cameroun a commémoré la journée consacrée aux droits des consommateurs. Et nous, on en profite également pour se pencher un tout petit peu sur cette actualité-là, au regard encore de la dernière sortie du ministre de l'Eau et de l'Énergie qui a annoncé l'opération coup de poing pour son démarrage pour ce lundi 16 mars 2026. Vous l'avez compris, hein, les fraudeurs à l'électricité, comme le dit bien Gaston Elundo et Somba, ont donc beaucoup à craindre depuis les premières heures de ce matin. Mais on a envie de questionner quand même l'importance de cette opération lorsque les Camerounais, jusqu'à l'heure actuelle, se plaignent de la qualité du service, parlant justement de la société de distribution d'énergie au Cameroun. Et puis également le recensement général de la population annoncé pour le 24 avril jusqu'au 29 mai au Cameroun par un arrêté du Premier ministre Joseph John Goutty. Une occasion pour nous de revenir sur cette question de recensement général au Cameroun. On le sait, on en est à la 4e livraison, parlant de recensement après 1976, 2025 et 2005. Et bien sûr 1987. On va donc faire le point, comprendre le bien fondé et les possibilités ou non de réalisation de ce recensement en une semaine. Voilà donc la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement, juste le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui est déjà installé. Déjà bien installé sur ce plateau, Alain François Ndiankoui. C'est vrai que c'est la première fois qu'il se retrouve sur ce plateau avec nous ce soir. Il est commissaire à la communication pour le parti Jouvence. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Tout au Clair. Bienvenue. Bonsoir madame, merci pour cette première invitation sur ce plateau. Et dans votre télévision, je tiens à remercier comme ça le directoire de votre télévision, et je voudrais aussi renouveler comme ça mes amitiés et civilités. Je profite pour saluer tous mes co-députés qui sont ici avec moi, et je voudrais, si vous le permettez, bien sûr, faire une petite virgule à tous les spectateurs et téléspectatrices, surtout notamment à un homme qui travaille énergiquement pour le bien de ce pays. Il se nomme Monsieur Ewondo Frank Alexandre, c'est le président de la commission en charge du sport et du culturel dans le Calme. Merci. D'accord, dans le Calme, c'est une association définie comme Cercle des Amis du lycée bilingue de Mbongo. Ah d'accord, je comprends mieux, j'avais envie de comprendre le Calme. Il n'y a pas de souci, merci d'être avec nous ce soir. On va également dire bonsoir à Sa Majesté Auguste Itouki Mouélé, comme habituellement. Il portera la casquette du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue. Oui, merci d'avoir invité une fois de plus dans ce charmant studio. Merci aux copanélistes et merci par anticipation à tous les Camerounais qui prendront de leur temps pour nous écouter.
Et bien sûr, le troisième et non des moindres, Alphonse Aïssi Abena, président national du FOCACO, entendez Fondation camerounaise des consommateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, c'est un devoir d'être là. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Nous espérons que nous pourrons, tout ce que nous dirons aussi pourra donc étayer leur lanterne. Ça fait longtemps. Vous savez, le Cameroun a traversé beaucoup de moments d'incertitude, la crise post-électorale, etc., etc. Donc, vous savez, notre parole est souvent rare. Et quand nous nous déplaçons, c'est parce qu'il y a véritablement une crise et il faut prendre la parole pour véritablement donner le ton et être la voix des sans-voix. Justement, dernier salué premier à réagir. On parle justement de cette fraude à l'électricité. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundo Essomba, a donc annoncé, c'était déjà par communiqué le 5 février dernier, confirmé lorsqu'il était face justement aux associations des consommateurs. Et nous sommes lundi, le 16 mars, évidemment, jour de démarrage de cette opération coup de poing qui vise ici à mettre un terme à ce qu'il appelle un phénomène qui spolie un tout petit peu l'État du Cameroun, puisqu'il annonce que le pays perd en moyenne 60 milliards de francs CFA par an suite à ces fraudes à l'électricité. Nous, on a envie quand même de se demander ce soir, est-ce que le ministre ne met pas la charrue avant les bœufs? Pendant que les Camerounais n'ont pas d'électricité, mais on engage quand même une grosse campagne pour frapper sur ces citoyens qui sont déjà mal lotis en termes d'énergie au Cameroun. Nous avons fait un communiqué très récemment. Nous avons publié un communiqué où nous avons exprimé notre indignation. Parce que le ministre de l'eau et de l'énergie est devenu le ministre de la protection des intérêts de l'entreprise Eneo Cameroun. Il faut planter le décor. C'est-à-dire, le Cameroun est un pays qui a connu déjà beaucoup de difficultés en termes d'électrification, en termes de construction des barrages, en termes de construction des lignes, que ce soit haute tension, moyenne ou basse tension. Et celui qui supporte tout ce coût, c'est le citoyen, à travers des impôts payés. Quand vous achetez une bouteille d'eau, cette bouteille d'eau est assujettie à la TVA. Et nous avons l'une des TVA les plus fortes au monde, 19,25%. Donc, aujourd'hui, on voit un ministre prendre la robe d'avocat, défendre une entreprise privée qui cause toutes les heures des préjudices aux ménages camerounais, que ce soit par les délestages, la mauvaise tension ou même encore l'arrogance de son personnel. Nous ne pouvons pas accepter et être complices de cette stratégie qui veut criminaliser le consommateur et canoniser une entreprise incompétente qui n'arrive pas à fournir de l'énergie, une tension stable. Donc nous ne pouvons que dire aux Camerounais et appeler le ministre à la raison. Il a pris sa calculette pour dire que Neo perd 60 milliards. Est-ce qu'en retour, il a fait les calculs? Il a fait les calculs surtout des pertes enregistrées par les ménages du fait des délestages. Vous avez fait des achats d'une semaine pour essayer de conserver du poisson, de conserver de la viande, de conserver des vivres frais. Une journée, après les achats, tout cela est gâté, vous êtes obligé de verser à la poubelle. C'est au quotidien ce type de perte dans les ménages. Est-ce que le ministre a déjà appelé à la raison Eneo, a déjà mis en demeure Eneo? À ce que je sache, nous n'avons jamais vu ce type de communiqué où le ministre va en croisade contre les incompétences et surtout les préjudices que font subir, que ce soit tous ces opérateurs du secteur électrique aux ménages camerounais. La deuxième chose qu'il faut dire, on parle de fraude. Aujourd'hui, beaucoup de ménages veulent se raccorder de façon officielle au réseau électrique. Mais ça devient difficile. Premièrement, il y a une panoplie de pièces à fournir. On vous demande la situation de votre voiture.
voisin sa dernière facture, on vous demande de payer un devis onéreux. C'est-à-dire vous êtes à 5 mètres d'un voisin qui a un compteur, mais le devis caracole les 170 000 francs CFA. Et au-delà de cela, et lorsque vous allez même à l'agence Eneo, il y a beaucoup qui sont en attente d'installation et de branchement, font des relances. Là-bas, c'est uniquement l'arrogance, c'est uniquement le mépris que reçoivent les consommateurs qui s'y rendent. Donc nous demandons au ministre de véritablement ramener d'abord Eneo à la raison. On va énumérer tous les torts qu'Eneo cause aux consommateurs au cours de cette émission, notamment la facturation abusive, etc., etc. On ne peut pas, dans un pays, regarder le plus faible, aller faire une rigueur auprès des ménages les plus précaires. Dans plusieurs pays au monde, c'est le contraire. On protège ceux-là qui vivent des moments difficiles. Nous allons prendre un exemple dans un pays qui s'appelle le Brésil, notamment à Sao Paulo, où l'électricité est distribuée gratuitement pendant quelques jours de la semaine aux ménages aux revenus précaires. Il y a plusieurs pays aussi dans l'Hexagone ou bien même en Europe, au Canada, où des villages retirés qui vivent des moments de difficulté en fourniture énergétique, on leur permet d'avoir peut-être 200 heures de fourniture gratuite. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Au Cameroun, le ménage paye le kilowatt plus cher que l'industriel. Je rappelle qu'aujourd'hui, avec l'installation forcée des compteurs prépayés, tous les ménages payent pratiquement le premier kilowatt à 79 francs CFA au lieu de 50 francs réglementés et prévus par le cadre juridique et le règlement de service. Mais Eneo cède le kilowatt à 14 francs CFA à l'UQAM. Allez voir la dette à l'UQAM. Interroger la dette à l'UQAM. On laisse à l'UQAM. On laisse les ministères qui ont des dettes colossales, n'arrivent pas à payer et éponger les dettes. On laisse les administrations publiques. On laisse les entreprises qui sont dans le secteur de métallurgie, etc. pour venir auprès du plus faible, le Camerounais qui ne demande qu'à vivre. Vous voyez aujourd'hui le ministère de l'énergie qui devait même mettre une politique d'éclairage, ne serait-ce que du solaire dans toutes nos grandes villes. Mais on est toujours là pour dépendre des roues d'électricité pour éclairer nos villes. Nous disons non, nous ne pouvons plus cautionner l'incompétence de certains dirigeants qui veulent noyer le chien et l'accuser de la rage. Sa Majesté Auguste Etouké Mouélé, est-ce qu'on va se dire quand même que sur ce coup, le ministre est quand même le ministre de tous les Camerounais? Peut-être c'est vrai qu'on va relever qu'aujourd'hui Eneo est une société nationale puisqu'elle a été de nouveau nationalisée. Elle n'est pas encore nationalisée. C'est une institution privée qui appartient toujours à un groupe britannique Actis. Eneo est une entreprise capitaliste du secteur privé. L'État est actionnaire parce majoritaire. Non, l'État est encore actionnaire minoritaire. D'accord. L'actionnaire majoritaire, c'est Actis. D'accord. Donc le processus est juste en cours. Le processus, c'est tout ceci qui amène. La situation parce que Eneo a donné des conditions que oui, si vous voulez lutter contre ceci, faites cela et tout. Pourtant, il faut aller toucher du doigt le problème. Le problème, c'est pas la faute, ce qu'ils appellent perte non technique. Le problème crucial des Eneo sont des pertes techniques. Je rappelle que selon les chiffres même du ministère de l'Énergie, c'est 50% de pertes. Le rendement n'est pas efficace en cas de production. Pourquoi? À cause de la vétusté des transformateurs, la vétusté des lignes qui doivent transporter l'énergie des barrages vers les zones de transformation et puis pour être acheminées vers les ménages. La vétusté du réseau de distribution. Regardez le Cameroun, nous sommes en 2026. Nous avons encore les poteaux en bois. Après 2 saisons de pluie, tous ces poteaux s'écroulent. On voit des enfants qui sont électrocutés, qui perdent la vie à cause de l'incompétence d'une entreprise qui ne veut que faire du profit, ne veut pas installer des poteaux en béton, veut installer des poteaux en bois dans un pays qu'on veut émerger à l'horizon 2035. Et je crois que nous avons un membre du RDPC ici, lui-même est conscient que cet horizon ne pourra pas être atteint en 2035.
Comme je disais donc, les exemples, en fait, les raisons qui ont été brandies par le ministre, d'ailleurs que vous contestez, c'est que ils ont nationalisé, passons ces mots, Eneo aujourd'hui. Donc, c'est un peu compliqué parce que désormais, c'est entre nous, c'est un tout petit peu son langage, que ça doit désormais se passer, et il a besoin d'élargir, de trouver des financements pour arranger tout ce qui est gâté et que les Camerounais revendiquent. On parlait tout à l'heure des poteaux électriques et tout le reste. Mais lorsqu'on écoute ce qu'il vient de dire Alphonse ici, on se dit quand même qu'il y a moyen de trouver cet argent ailleurs, Majesté, que dans la poche du petit Camerounais. Parce que si on a les grandes structures qui utilisent l'électricité plus que tout le monde, pourquoi engager une cabale contre quelques personnes dans des quartiers qui se sont transformés aussi en distributeurs d'électricité, ce qui n'est pas non plus normal aussi. Oui, on les appelle communément les sans-loulous. Mais ils sont là dans les quartiers, mais pour certains, c'est une façon de survivre, même si c'est très dangereux, je tiens toujours à le préciser, très dangereux, on a des cas de décès, des incendies et tout, mais est-ce qu'on ne va pas se dire que c'est la précarité quand même qui pousse les gens à se retrouver dans cette situation-là? Vous comprendrez que je suis très embêté d'intervenir dans ce dossier parce que j'ai l'impression que monsieur le ministre n'a pas pris la pleine mesure de cet engagement vis-à-vis des populations, parce qu'en fait c'est les populations qui sont visées, et on nous parle de 60 milliards de pertes, mais en même temps on ne nous a pas parlé de sommes engrangées par Eneo, parce que si j'ai fait un petit calcul et que je pars à 5 000 francs fois 5 millions de Camerounais seulement, nous serons à 25 milliards. Donc on ne peut pas penser que ce soit à cause des 60 milliards annuels que Eneo n'est pas en train d'essayer de redresser des choses. Donc je suis très embêté que le ministre Gaston Elundo, oui, il veuille s'agripper sur ça en tapant moment le torse qu'il va tordre le cou aux petits consommateurs, etc., sans pour autant nous donner des garanties que effectivement ces gens ne sont pas. Parce qu'en fait le ministre doit protéger la population. Il n'est pas là, il n'est pas l'avocat de Eneo. Parce que si on doit rentrer dans ce dossier, je ne pense pas que celui qui fait la fraude, ce soit les populations. Les populations subissent une fraude réelle de Eneo, et c'est dommage d'en parler comme ça, mais nous sommes tous Camerounais et nous souffrons de cette société. Et nous pensons que c'est même pour ça que peut-être le chef de l'État est en train de penser à privatiser par rapport à toutes les réclamations que la population donne, etc. Donc je ne pense pas que ce soit parce que Eneo perdait de l'argent. Si Eneo perdait de l'argent, on ne va pas aller nationaliser une société qui perd de l'argent, mais c'est plutôt parce qu'on est conscient du fait que Eneo engendre beaucoup d'argent et il n'y a pas de compensation. Donc je suis très embêté de la prise de position de monsieur le ministre, mais c'est comme forcément il doit avoir des raisons qui lui sont propres, ou bien des raisons d'État, ou je ne sais pas quoi. Donc, non, on ne va pas nous parler de raisons d'État pour une affaire d'électricité. C'est vrai que c'est un argument très, très souvent brandi pour ne pas expliquer aux Camerounais ce qui se passe, mais on ne va pas nous brandir encore une raison d'État pendant qu'on dort dans le noir quand même, Majesté. Je viens de dire que je ne comprends pas exactement, je ne suis pas entré dans les méandres de cette décision, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure des décisions par rapport aux populations. Cette cabale qu'on est en train de vouloir instrumentaliser face aux petits consommateurs. Parce que ce qui aurait été important pour le ministre, c'est de savoir pourquoi même est-ce qu'on fraude, pourquoi est-ce qu'il y a ceci, pourquoi ici il y a cela. Bon, maintenant, il a fait fi de tout ça pour aller directement vouloir taper sur la fourmilière. Moi, je pense que c'est un peu excessif, d'autant plus qu'il fallait quand même déjà regarder des deux côtés et voir la bonne mesure des choses. Donc, je suis très embêté par rapport à cette situation, mais, et comme j'ai dit, peut-être qu'il a d'autres raisons que moi je ne connais pas, et c'est pour ça que je ne pourrais pas le juger, mais je pense que ce n'est pas une décision populaire pour les Camerounais. Et ensuite, il n'est pas l'avocat d'une société. Ouais. Très souvent, je n'ai pas envie de dire que peut-être il a un intérêt à devenir l'avocat d'Eneo. Sinon, comment comprendre qu'il est le ministre des Camerounais et là, il est en train de prendre position pour la société qui spolie au quotidien les Camerounais en refusant de leur donner l'électricité. On a envie de se demander, est-ce qu'il n'a pas une raison personnelle, un intérêt quelconque?
Je pense que nous avons un président des consommateurs sur ce plateau qui a certainement fait des enquêtes là-dessus et il sera mieux placé pour nous dire s'il y a un intérêt caché. Oui. Alors François Ndiankoui, est-ce qu'il peut y arriver, le ministre, lorsqu'on connaît les Camerounais et qu'on regarde nos quartiers avec le toile d'araignée en corde électrique, est-ce qu'il peut réussir cette mission qu'il veut se donner? Réussir à arrêter la fraude à l'électricité au Cameroun, dans tout ce pays, en quelques jours, il peut? Merci de me passer la parole après avoir écouté très religieusement mes co-débattants ainsi qui ont déjà planté le décor. Vous savez, le ministre c'est un politicien et il n'est pas toujours un technocrate. Je peux comprendre son discours. Voyez-vous, avant lui, il y a eu des prédécesseurs qui se sont toujours lancés dans ce volet-là. Et on connaît tous les résultats. Voyez-vous, quand il dit que la lutte est lancée de manière basique sur le plan linguistique, ça prête à beaucoup de sous-entendus. Voyez-vous, c'est comme si on était déjà d'abord dans une situation latente et peut-être morte. Et derrière même, on peut beaucoup interpréter. Les conclusions de cette interprétation, c'est que on est là à un gouvernement qui a échoué à pouvoir effectivement remplir son projet politique, à savoir satisfaire le moins le minimum des Camerounais. Donc, ce discours est ringard, c'est une rengaine, et c'est un disque déjà rouillé, que les Camerounais sont déjà habitués à écouter. Voyez-vous, il y a plein de mots qui ont été présentés là. Beaucoup de mes co-débattants ont soulevé des réalités qu'on ne peut pas effectivement se voiler. Le Camerounais souffre. Et dans cette souffrance, on vient encore ajouter une autre charge. Voyez-vous? Et dans une société moderne, il y a un dicton qui dit en anglais que energy c'est business. Vous savez, l'énergie, l'électricité, c'est le business. Quand un pays n'a pas la capacité à satisfaire sur le plan énergétique, notamment l'électricité, ça ne saurait galvaniser les investisseurs dans un pays. Donc il est certainement de bon ton pour lui de lutter, mais je dis, ça c'est un discours politique qui pragmatiquement, concrètement, ne peut se faire. Parce que les principaux fraudeurs d'abord sont qui? Sont ces membres du gouvernement. Le responsable de la consommation ici a soulevé, ces entreprises publiques et autres. Est-ce qu'ils payent déjà les factures? Ils ont entassé une dette qui à elle seule peut résoudre ce problème. Et Monsieur Sa Majesté a fait un calcul aussi banal que sur peut-être 5 millions d'habitants, si on venait à payer, je ne sais pas combien... 5 000, ça donne un montant seulement mensuel. Et si vous faites sur le plan de l'année, ça dépasse 60 milliards que le ministre a évoqué en termes annuels. Donc, il y a totalement une anomalie dans le fond et le parti Jouvence se lève donc pour dénoncer cette attitude du parti au pouvoir qui a échoué dans sa mission à satisfaire les Camerounais. Il est temps de passer la main, il est temps effectivement de changer les donnes. Parce que pour ce ministre, on peut comprendre qu'il veut suivre à la prochaine coupure gouvernementale. Il fait son discours pour essayer de montrer qu'il travaille. On peut comprendre. Mais en réalité, ça c'est un discours qui ne veut même pas passer parce que ça montre effectivement l'échec des politiques du RDPC. Mais il a quand même cité quelques raisons, quelques conséquences à cette fraude électrique qui justifie sa position, Alphonse. Sur le plan technique, il parle des branchements illégaux qui surchargent les transformateurs. Vous parlez des transformateurs qui sont en piteux état, puisque ça part déjà, d'après lui, des fraudes, et ce qui provoque la perte de ces transformateurs, l'interruption des services pour les citoyens qui, eux, malheureusement ou heureusement, payent leurs factures. Il parle également des pertes en vies humaines chaque année enregistrées à cause
cause des électrocutions ou des incendies dans les marchés, dans les domiciles, comme c'est souvent le cas. Et puis, il revient justement sur cette somme d'argent, 60 milliards de francs CFA, qui échappent au secteur chaque année. Est-ce que ces raisons-là ne peuvent pas justifier aussi l'urgence de civiliser encore un peu plus les Camerounais, pour ceux qui sont inciviques quand même en faisant ces installations frauduleuses là? Mais il n'y a aucune raison citée par le ministre n'est valable. Il faut commencer toujours par le début. Le début, c'est Eneo. Eneo a signé un contrat de concession. Il y a des points à atteindre, des objectifs à atteindre. Eneo n'atteint pas ces objectifs. Donc, on ne peut pas laisser un acteur principal qui viole pratiquement toutes les règles, qui ne respecte pas ses abonnés, même les plus sérieux qui payent leurs factures, n'ont pas l'énergie de façon continue, les délestations ne sont même pas informés, le droit à l'information bafoué. Le ministre lui ferme les yeux sur tout cela pour venir donc s'aligner sur les dires d'une entreprise qui ne fait que spolier les Camerounais. Moi, je ne comprends pas. C'est le montant annoncé, 60 milliards. C'est le montant annoncé par Eneo depuis des années, que Eneo paie 60 milliards à cause des fraudes. Mais nous disons, ce n'est pas vérifié et ce n'est pas vérifiable. Donc, le ministre lui-même devait mener ses enquêtes, faire donc des sondages, interroger les consommateurs. Puisque, quand on parle de fraude, l'électricité est un produit technique. Le consommateur lambda précaire que nous voyons au quartier ne peut pas s'alimenter techniquement. Il faut une complicité souvent au sein des agents d'Eneo. Pourquoi il y a ces barons de fraude? Ces barons de fraude sont souvent ces agents qui viennent pour faire soit la distribution des factures, soit de la relève, soit des branchements, etc. Et chacun maîtrise son secteur. Pourquoi la fraude à un certain temps a connu une certaine expansion, comme disait les Néo, parce que nous ne croyons même pas à tous les chiffres des Néo, mais selon les témoignages que nous avons reçus de ces agents qui sont souvent placés auprès des entreprises qui les emploient de façon précaire, dont la sous-traitance, dont ils ont eu pratiquement les 2 années écoulées des impayés de l'ordre de 4 à 5 mois cumulés. Donc vous voyez des pères de famille comme ça qui n'ont pas de salaire, mais ils partent au travail tous les jours. Ça ne dit rien au ministre, ça ne dit rien au top management des Néo. Comment des Camerounais n'ont pas de salaire durant 4 mois, mais se rendent chaque jour au travail? Ça veut dire qu'ils ont d'autres ressources. Donc ces ressources, ce sont eux qui sont des barons de la fraude. C'est eux qui poussent même souvent les ménages à frauder, que non, ici, non. Moi, je peux bien traiter ton compteur ici, tu vas payer comme ça. Non, ne paye même pas trop, mais la deuxième ligne. Ce sont eux qui donnent ces conseils. Puisque techniquement, une maman de 90 ans qui vit dans une maison en matériaux provisoires, vous croyez qu'elle peut aller faire un branchement? Non. Non. Donc, nous disons que c'est de la diversion que fait le ministre en voulant pointer du doigt des faux coupables. On connaît ceux qui sont derrière parce qu'ils veulent occulter leur incompétence, l'incompétence des Néo. Et Néo qui n'arrivent pas à satisfaire les consommateurs, ne serait-ce à hauteur de 10%. Impossible. Vous pouvez faire un reportage, un micro-balado, vous allez voir que tout le monde, l'entreprise la plus détestée au Cameroun, c'est Eneo qui fait perdre de l'argent au micro, au PME, qui fait perdre de l'argent aux ménages, qui chaque fois font conservent les produits, les vivres, et le lendemain les envoient à la poubelle. Donc, le problème que nous voulons dire ici, c'est que nous voyons qu'il y a comme une complicité entre le ministre de l'Eau et Énergie et le top management d'Eneo. C'est comme s'ils étaient complices depuis certaines années. Donc on va faire ci, on va essayer de faire diversion. Surtout qu'il y a peut-être un remaniement qui arrive, les gens veulent montrer qu'ils travaillent. Et même maintenant, partent donc s'attarder sur les plus faibles, ceux-là qui ne peuvent même pas se défendre. Où est le ministre pour faire le point sur Aloïcam? Où est le ministre pour faire le point sur la Sonatrel? Où est le ministre pour faire le point sur EDC?
Où est le ministre pour faire le point sur le barrage de Natigal, le barrage de Sonlolo, le barrage de Memvele, le barrage de Mekine, tous ces barrages qui n'arrivent pas à atteindre leur capacité maximale de production. On nous avait vanté que oui, avec Natigal, on va dire au revoir au délestage. Avec Lompaga, la réserve d'eau va faire en sorte que Sonlolo puisse fonctionner continuellement. Nous sommes en pleine saison sèche, vous voyez qu'il y a étiage et il y a ces rationnements chaque année, de novembre en avril, les Camerounais vivent des délestats dans les grandes villes. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais à rattraper le cap du déficit. Donc quand il y a déficit, vous ne pouvez pas parler de fraude. Déficit égale incompétence. Et surtout que l'État s'est endetté. Et quand l'État s'endette, qui paye le tribut? Ce sont les ménages, ce sont les consommateurs. Regardez la loi des finances de 2026. Le service de la dette caracole les 40%. Donc vous voyez que nous sommes asphyxiés. Le ministre, lui, qui part dans son bureau, il a le carburant gratuitement. Il a l'eau, l'électricité gratuitement. Il a même souvent des facilités, des bons que Eneo lui envoie, que oui, si tu as même membre de la famille, il peut venir faire les stages chez nous. Nous, il peut aussi refuser souvent ces cadeaux empoisonnés qui créent des copinages, qui créent donc ce qu'on appelle des délits d'initiés. Une sorte de corruption morale. Corruption morale, il faut éviter cela. Hein? On voit tout le temps ces ministres-là aller remettre des médailles au personnel, etc. Mais est-ce qu'on a déjà vu le ministre du Travail rappeler à l'ordre en disant que tu as pratiquement 50% de ceux qui font ton travail qui sont encore dans des emplois dérisoires, des emplois précaires. Tous ces jeunes que vous voyez, ils sont employés par, comme vous l'avez cité tout à l'heure, ces entreprises de placement de personnel. 10 ans, 15 ans. Ils ne peuvent même pas prendre un crédit sur un an. Vivre le jour au jour avec des arriérés de salaire. Non. Et dans tout ça, le ministre, lui, vient bomber le torse pour dire qu'il va tordre le cou aux pauvres consommateurs. Nous disons non, parce que nous, si cette campagne continue, nous allons lancer une manifestation devant les délégations du ministère de l'Énergie, devant l'agence Eneo, notamment sa direction PNT à Komassi. Dès la semaine prochaine, notamment le mardi, nous avons déposé la déclaration dès demain mardi auprès du sous-préfet, auprès de toutes les sous-préfectures où se trouvent les délégations du MINE et les agences Eneo. Avant de retourner vers Majesté, j'ai quand même une préoccupation, Alphonse, ici. Il a fait cette réunion avec des associations de consommateurs qui sont restés muettes. Qui n'ont rien dit, non, qui ont écouté religieusement le ministre, qui pour certains n'ont même pas pris position comme vous l'avez fait, mais on se pose donc la question finalement, même ces associations roulent pour qui? Si elles ont assisté à ce face-à-face avec le ministre et elles n'ont pas réagi pour dire non, monsieur le ministre, que vous voulez engager, c'est pas bon pour les populations, il faut trouver une autre stratégie. Est-ce que le fait de réagir après coup n'est pas aussi défavorable pour nous? Parce qu'on aurait souhaité quand même que la réaction soit spontanée, immédiatement. Il faut rappeler que nous sommes dans un pays où les dirigeants ont une communication unidirectionnelle. Une communication directe, il n'y a pas d'interactivité. Vous avez vu, il est assis comme un roi. Justement. Tout le monde est autour de lui. Pourtant, c'est nous qui payons son salaire. Oui. Son véhicule qui est là, c'est le contribuable camerounais. Donc, et en retour, ils n'ont pas le devoir. En retour, ils n'ont pas le devoir de redevabilité. Est-ce que vous avez vu ce ministre appeler la presse pour qu'il y ait des échanges? Non. Appeler le mouvement consommé pour qu'il y ait des échanges? Est-ce que vous voyez les employés, la direction de communication de Néo venir sur vos plateaux débattre? Non. Est-ce que vous voyez les employés de Sonatrel venir sur les plateaux débattre? DDC débattre? Voilà toutes ces entreprises budgétivores où le Camerounais souffre. Quand il prend Sonatrel, il prend EDC. Il y a des dossiers en instance, notamment pour EDC au niveau du TCS, du tribunal criminel spécial. Donc, on ne rend pas compte, on se moque des Camerounais et on leur dit, payez d'abord. Nous disons, ça doit cesser. Ça doit cesser. On interpelle le Premier ministre chef du gouvernement. On interpelle le président de la République de rappeler à l'ordre certaines personnalités qui veulent véritablement faire déborder le vase à travers cette goutte d'eau qui sera de trop.
En début d'année, Majesté, on a vu le ministre face au GECAM, ici à Douala, où on avait une fois de plus mis sur la table cette question de déficit dont il parle Alphonse tout à l'heure. C'est quand même assez surprenant parce qu'il parlait de 31 milliards de francs CFA de recettes mensuelles pour 44 milliards de francs CFA des charges d'exploitation. Donc pour lui, il fonctionne avec un déficit de 13 milliards chaque mois. Et après, c'est le même qui dit quand même qu'ils perdent par an 60 milliards. C'est des chiffres qui ont du mal à s'emboîter lorsqu'on les écoute. Tu veux également dire quelque chose? Oui, je vais dire quelque chose. C'est la question de Majesté. Oui, je vais mettre un peu de l'eau dans son moulin. Quand le ministre parle de ces déficits, il faut rappeler que Eneo est venu en trompant ou bien en complicité avec les membres du gouvernement, en imposant ce qu'on appelle le mix énergétique. Vous savez que le coût de production du kilowatt via les barrages dans l'hydroélectricité, ça caracole les 17 francs CFA. Le coût de production du kilowatt d'électricité via peut-être le fuel ou bien gaz est autour de 200 francs CFA. Donc ils ont créé deux entreprises budgétivores qu'on appelait KPDC, DPDC, ou pour équilibrer le bilan, pour dire que non, oui, on encaisse ici, mais il y a les charges ici, à Kribi, à Dibamba, à Limbe. Tout cela pour la fuite des capitaux. C'est pourquoi nous devons avoir des dirigeants qui sont patriotes. Il faut the right people at the right place. Sinon, nous allons continuer à avoir certains dirigeants qui vont faire des copinages, vont accepter des prébendes. Pourtant, c'est la population entière qui est spoliée. C'est la population entière qui est stockée et on les tient ainsi, ces personnalités, en disant que non, si vous voulez continuer toujours à avoir vos prébendes, lançons des campagnes contre la fraude et là, vos prébendes seront assurées. Moi, je crois que c'est dans ce type de stratégie où nous sommes, où on tient des personnalités et les personnalités viennent ainsi perdre la face en allant contre les populations qu'elles sont censées défendre. D'accord. Pour rester dans la même lancée, je disais tantôt qu'il parlait de ce déficit et l'entreprise Eneo avait conclu en rappelant qu'ils avaient leur perte en fait, leur dette cumulé, dont je parle de l'entreprise, s'est élevé à 177 milliards de francs CFA et que c'était dans cette spirale-là qu'il fallait fonctionner au quotidien. C'est-à-dire on investit et puis on ne récupère pas son argent et puis on est endetté et c'est à partir de là que le ministre avait annoncé qu'il fallait un refinancement des engagements d'Eneo pour donner une chance à cette structure de s'élever. Donc aujourd'hui, on argumente en parlant de ces 60 milliards pour justifier justement ce refinancement qui doit être fait pour que tous les travaux possibles soient effectués. J'ai quand même envie de me poser quand même la question, même s'ils récupèrent 60 milliards là, ils vont réussir à faire tous ces travaux avec ces 60 milliards? Mais je n'aurai pas la langue de bois pour dire que je ne comprends pas pourquoi c'est le ministre qui doit faire le recouvrement forcé de Eneo, parce que je ne pense pas que ce soit son rôle. Eneo, c'est une entreprise qui devait avoir ses possibilités propres. Mais par contre, je sais que pendant son entretien avec le GECAM à Douala, le ministre a eu un argumentaire tout à fait clair et plausible par rapport au déficit énergétique, où il parlait de tous les barrages qui ont été cités par là, en expliquant que le barrage c'est une espèce d'entonnoir. Donc ça dépend de où il est placé, et si jamais il n'y a pas d'eau, il ne peut pas être opérationnel. Donc effectivement, il y avait cette anecdote où le président du GECAM avait dit, mais il a plu hier, monsieur le ministre. Et monsieur le ministre a dit, il a peut-être plu à Douala, mais pas à Menvélé. Donc on avait compris, et le ministre avait expliqué quand même par rapport au déficit, non pas par rapport aux 60 milliards. De déficit. Et il annonçait d'ailleurs qu'il fallait à tout prix limiter ce délestage. Oui, pourquoi est-ce qu'il pouvait avoir des délestages? Il a expliqué que peut-être pour qu'on comprenne, il a pris l'exemple d'un véhicule. Quand vous avez votre véhicule et qu'il a 70 litres d'essence possible et que vous voyez que vous n'êtes à 50 litres et qu'on vous dise qu'il y a dans 2 jours ou 3 jours, il n'y aura pas de station d'essence, vous allez faire ce qu'on appelle le délestage tout seul. Ça veut dire que vous allez peut-être aller au bureau, vous garer et repartir, etc. C'est à peu près ce qui expliquait cela.
Donc, par rapport au déficit, il y avait donc des possibilités où il disait qu'effectivement, c'était plausible. Avec le gaz, on pouvait remplacer l'eau, etc. Ça prendra du temps, mais ça va aller. Donc, moi, je comprends pas le revirement qu'il y a eu tout de suite pour dire maintenant qu'il faut aller entre janvier et mars. Voilà, qu'il faut aller craquer des gens et c'est la solution. En fait, c'est ça qui est un peu embêtant. Mais moi, je pense que, comme il y a des raisons parfois que la raison ignore, je ne peux pas aller au fond. Vous essayez de lui accorder le bénéfice du doute? Le bénéfice du doute, parce que peut-être on n'a pas tous les éléments qu'il faut. Mais moi, je pense qu'effectivement, si c'est pour le déficit, et ça a été expliqué de manière très particulière, et même le président du GECAM, à la limite, a même demandé des applaudissements pour monsieur le ministre, qui a bien expliqué les choses. On peut donc comprendre ce revirement. Il avait bien expliqué, il avait demandé à se battre pour qu'on n'ait plus de délestage, et là... Moi, je dis tout à l'heure que, en fait, 60 milliards, c'est tout à fait insignifiant par rapport aux possibilités qu'a Eneo. Il ne faut pas se leurrer. Parce que je vous ai dit que si on s'arrête seulement à 5 millions de personnes abonnées, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et comme si nous sommes 40 millions de personnes, on peut aller à 10 millions de personnes par mois par rapport au montant. Donc je ne pense pas que ce soit un manque d'argent que Eneo est. Donc, mais je pense qu'effectivement, le ministre, comme il est en train de vouloir le faire, il faut absolument qu'actuellement, il regarde un peu le pour et le contre, pour que quand même ce ne soit pas les ménages qui soient lésés par rapport au piquage. Il a expliqué 2 ou 3 choses. Qu'est-ce que c'est que la fraude? Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui ont été les causes de la fraude? Parce que, effectivement, parfois, même quand vous n'avez pas d'électricité, vous êtes obligé de mettre des groupes, vous êtes obligé de faire cela. Il n'y a pas eu de répercussion au niveau des Eneo. Parce que vous comprenez, nous sommes dans une espèce de tontine où, en fait, vous cotisez tous les jours et vous n'avez jamais à gagner. Vous ne bouffez jamais. Donc, moi, je pense que si le ministre est en train de vouloir s'occuper de ces choses, qu'il s'occupe de ça en vrai et que Eneo soit face à ses responsabilités et qu'il ne commence pas à dire que c'est parce qu'on leur a fraudé le courant. Parce que d'abord, comme l'a dit M. Aïssi, c'est dommage. Quand vous avez en face de vous les agents de Eneo, vous croyez dans un autre monde. Ça veut dire qu'ils se sentent au-dessus de vous, ils se sentent alors que c'est vous qui venez payer, et le service n'est pas rendu, on s'en fout, on vous dit, écoutez, allez attendre, allez faire ceci, cela. Non, c'est quand même assez repulsif, le traitement que les agents de Eneo font. Et moi, je suis vraiment retourné que le ministre aille plutôt face à des gens ce discourtois pour leur galvaniser à dire que voilà, je vous comprends, vous pouvez continuer. C'est ça qui me révolte un peu, parce que Eneo, vraiment rien à faire. C'est une société qui je sais pas quoi dire, vraiment. Une société qui énerve tous les Camerounais, à ce que je vois, on est moins unanime là-dessus. Une société qui donne de l'ulcère aux Camerounais au quotidien, qui ne fournit pas un service de qualité. C'est un constat qui est fait sur le terrain. Même si ma fille qui vient souvent relever chez moi à la maison, elle est plutôt gentille, elle fait partie de ces sociétés, comme il dit, de sous-traitance qui souffrent, comme on dit souvent, dans les mains des responsables, parce que je vois parfois arriver sous la pluie, sans manteau, sans rien, et puis je me demande, attends, qu'est-ce que tu fais sous la pluie? Elle a un quota à relever par jour, si elle ne remplit pas, c'est un problème, c'est des traitements inhumains, mais il faut bien vivre du coup, elle accepte de jouer à ce petit jeu au quotidien. Et c'est là le problème véritable, madame, parce que le gouvernement s'est arrangé à paupériser la population, à les maintenir dans cette précarité, et dans cette situation, on voudrait qu'ils puissent se superposer. Vous n'avez plus ce cas de cette dame dans les sociétés sous-traitance. Vous faites des mois sans être payé, et vous êtes à la maison là-bas. Comment est-ce que vous pouvez gérer vos factures du mois? Si on vous posait ces questions de manière bancale, madame, vous allez réfléchir à des équations presque parfois impossibles. Donc, pour régler ce problème de fraude, c'est simple. Le gouvernement doit simplement relever le niveau de vie des Camerounais. Parce que, regardez-vous, il a dit le kilowatt qu'on taxe sur un Camerounais, c'est combien? C'est entre 50 et 94 francs. Voilà. Parce qu'il y a 50 francs, il y a 79 francs et puis il y a 94 francs. Le SMIC qu'on a légalisé ici au Cameroun, c'est combien?
avec la vie actuellement difficile au Cameroun. Vous voyez que tout est fait de telle sorte qu'on puisse continuer toujours à perdurer dans cette fraude. Parce qu'il n'y a pas une baguette magique pour résoudre ce problème. Relever le coût de vie des Camerounais. Et Jouvence s'inscrit toujours là pour dénoncer ce gouvernement qui perpétue la paupérisation des Camerounais. Là, ce n'est pas ce qu'on veut. Et ça continue. Comment voulez-vous résoudre ce problème alors que quelqu'un déjà ne parvient pas à manger celui? On dit dans le jargon populaire, ventre affamé. On a point d'oreille. Voilà. Donc on n'a pas de bon salaire, on a un niveau de vie très bas. Du coup, on passe s'accrocher sur le poteau électrique pour se brancher. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vit très mal de faire des efforts encore alors qu'il n'a pas les moyens pour le faire. Oui, mais il n'a qu'à prendre les... Il est dans la suivi. Et c'est ça. Et la loi ne peut l'exonérer. Parce qu'il est dans la suivi. Il suivi. Il ne vit pas. Au-delà du fait que tout le monde est relevé sur ce plateau, que le ministre peut-être s'est trompé dans l'alignement de son combat, on ne va pas non plus encourager les gens à aller monter sur les poteaux pour se faire électrifier, parce qu'ils ont besoin de survivre. Parce que quand on dit ils survivent, ils n'ont pas le choix, donc qu'on aille tous mourir. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais il faut taper du main sur la terre. Par exemple, il a parlé du ministre du Travail qui devrait intervenir dans ce secteur. Comment peut-on laisser une société qui malmène les Camerounais depuis des mois qu'ils ne payent pas et on est là, on ne dit rien? Comment est-ce que on vit avec des salaires aussi minables? On est là, on ne dit rien. Mais quand il faut relever un business parce qu'on a son rapporteur à l'intérieur, on vient devant les médias, on organise des conférences et on dit, on donne les chiffres qui ne tiennent même pas debout. Est-ce que c'est normal? Là, maintenant, nous nous inscrivons pour cette dénonciation. Ce n'est pas pour autant dire que nous demandons aux Camerounais d'être inciviques ou bien aller contre la loi. Non. Nous demandons aussi de faire des concessions, des efforts pour pouvoir améliorer les conditions de ces populations. D'accord. Ça veut dire que vous êtes d'accord sur le sitting que propose Alphonse? Le sitting, à partir de mardi, on peut assiéger les agences Eneo partout au Cameroun. Voilà, on peut assiéger, on demande l'électricité dans les ménages, on demande d'arrêter cette opération coup de poing. Vous adhérez au mouvement? Nous avons déjà tellement de problèmes au Cameroun et il faut pas en rajouter. C'est une initiative d'une association, voyez-vous. Ça s'inscrit certainement dans le cahier de charge. Nous, à Jouvence... Non, mais ça concerne les Camerounais. Mais c'est une initiative... Il faut bien que quelqu'un déclenche pour que les autres... Je pense qu'ils sont dans leur droit, ils suivent une procédure et nous souhaitons que cela se passe dans les canons légaux. Donc, en d'autres termes, toi, tu seras à la maison et puis tu les regardes à travers les canons, on ira filmer. Nous souhaitons le bon être des Camerounais et nous serons toujours là pour dénoncer cette maltraitance, cette paupérisation que vivent les Camerounais. Ben, on a un souci justement aujourd'hui au Cameroun avec les partis dits de l'opposition. Vous dénoncez depuis des années, on ne va pas laisser faire. Là, voilà quelqu'un qui propose quelque chose de palpable. Il dit il faut bien à un moment donné que les Camerounais s'arrêtent et disent c'est chez nous. Oui. On ne peut pas dormir dans le noir avec les moustiques pendant qu'on ne nous donne pas l'électricité. Mais puis à la fin, on sent qu'on doit frapper avec un bâton en organisant des campagnes. Écoutez, savez, si ça continue, on se lève tous, on dit stop, cette société on n'en veut plus. Et vous n'avez pas moyen de prendre position dessus, non? Un parti politique, c'est une organisation. Oui. Et qui par l'organisation fait ici une hiérarchisation. Donc je ne peux pas porter sur moi. Donc c'est Valère Bessala qui doit venir nous dire si vous avez adhéré. Ce que le parti devait faire. D'accord. Ça c'est une bonne réponse. Par contre, on va donc s'adresser à monsieur Valère Bessala pour savoir si ça en vaut la peine, puisque c'est votre guide à Jouvence. Donc parce que c'est important, Alphonse, à un moment donné, c'est ce qui manque peut-être dans ce pays, des citoyens capables de revendiquer ce qu'ils ont le droit de revendiquer. On n'est pas en train de demander de casser. On ne casse pas. Mais on a le droit de revendiquer quand même un service de qualité dans ce pays. Aux autorités de la ville de Douala, aux autorités de la ville de Yaoundé, nous allons introduire
notre déclaration de manifestation comme le prévoit la loi. Vous savez que ça sur sera la liberté. Non. Risque de trouble. Nous sommes dans ce qu'on appelle la légitime. En légitime défense, oui. Il y a des lois qu'on met en berne. Nous sommes en légitime défense. Nous n'avons pas d'électricité. Et nous vend l'obscurité. Et fait ce qu'on appelle une avance de trésorerie. C'est-à-dire, vous payez, tous les ménages pratiquement à Douala et à Yaoundé ont des compteurs prépayés. Ouais. Donc vous partez acheter l'obscurité, vous attendez qu'Eneo vienne vous livrer. Eneo vous envoie des communiqués laconiques en disant que bon, vous aurez l'électricité à partir de 18h, vous attendez 18h, ça n'arrive pas, vous partez dormir quand même avec les moustiques qui vous piquent, ça augmente votre facture sanitaire, les enfants tombent malades de paludisme, surtout aggravé par l'accumulation des ordures qu'on ne ramasse pas. Et Eneo aussi vient en front commun avec tout cela pour rendre les populations malades. Et nous voyons donc un ministre qui se lève pour dire que oui, nous allons encore venir vous compliquer la vie. Nous avons déjà une vie assez compliquée au Cameroun, où on laisse les plus forts fouler toutes les règles aux pieds et venir essayer de tordre le cou à ceux-là qui sont dans la survie. Que représente la fraude au Cameroun quand on parle du chiffre d'affaires d'Eneo? Je l'ai dit ici, uniquement les 24% de pertes techniques. Si Eneo se concentrait à avoir des barrages qui fonctionnent en plein régime, je rappelle que Eneo occupe encore au Cameroun le pan de production. Les barrages de Sonlolo et d'Edea sont à la charge d'Eneo, qui n'arrive pas à les moderniser et demande encore à l'État du Cameroun de s'endetter pour les moderniser. Je rappelle encore que le Cameroun s'est allé s'endetter pour créer des lignes de transport. Vous avez vu, on a construit d'abord le barrage du Natigal en attendant mettre après le barrage, les lignes de transport pour acheminer vers le réseau interconnecté sud. Donc tous ces balbutiements, c'est le Camerounais lambda qui paye la facture à travers la loi de finances. Regardez la loi de finances, le service de la dette. Le ministre, est-ce que lui peut nous montrer aussi son attestation de conformité fiscale qui paye ses impôts? Comme nous, chaque jour que nous achetons une bouteille d'eau, qui nous montre sa facture d'électricité. Moi, je mets à défi tous les membres du gouvernement de publier sur leurs réseaux sociaux les factures d'électricité payées, les factures d'eau payées, les factures du pain. Parce que moi, si j'ai ce ministre en face, je vais lui poser la question s'il connaît le prix du kilowatt facturé aux ménages qui sont dans la tranche sociale. Il ne pourra pas répondre. Il va dire 50 francs. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pourtant, la loi prévoit qu'Eneo devrait facturer le premier kilowatt à 50 francs. Aujourd'hui, Eneo a fait basculer pratiquement tous les ménages à 79 francs le premier kilowatt. Une violation flagrante du règlement de service. Une facturation abusive. Et là, le ministre, lui, il est autiste. Il est sourd. Il est muet. Il ne dit rien. Mais il vient donc faire de la diversion, de la propagande du service commercial d'Eneo en disant que la fraude coûte 60 milliards. Que représente 60 milliards de francs CFA? Le chiffre d'affaires d'Eneo, quand on parle du chiffre d'affaires d'Eneo, que représente 60 milliards? Au lieu de se concentrer sur des pertes techniques, au lieu de se concentrer sur la réduction charges, notamment ces entreprises qui ont pratiquement plombé les comptes de l'Union, que ce soit KPDC, DPDC, faire tourner de fuel. Vous savez que le Cameroun a signé des contrats léoniens. KPDC, DPDC, qu'ils ne fonctionnent pas, l'État du Cameroun doit payer. Même chose pour le barrage de Natigal. Que Eneo prenne cette énergie pour distribuer ou pas, l'État du Cameroun doit payer la facture. Et ce n'est pas le ministre de l'ENG qui paye, c'est nous les Camerounais. Nous les Camerounais, à travers nos impôts, à travers cette loi de finances qui est suicidaire, qui est asphyxiante, où les Camerounais ne reçoivent plus rien, aucun produit n'est subventionné. Regardez, quand on peut se déplacer uniquement dans la ville de Douala, la mobilité urbaine, c'est véritablement chaotique. Il n'y a pas de transport en commun. Le ménage, celui qui travaille à Bonanjoy, habite à Lobesso, habite à PK21,
fait comment il doit prendre la moto. Vous savez que la moto, c'est le transport le plus onéreux au monde. Ah, ouais. Vous êtes obligé de surcharger, sans casque, rien du tout. Et bien maintenant, on vient encore pour essayer de troubler ces menaces. C'est pourquoi vous voyez beaucoup aujourd'hui meurent de crises cardiaques, d'hypertension, les crises d'angoisse. De certains membres du gouvernement. C'est-à-dire, parce que l'horizon est sombre. On ne vous vend pas l'amélioration de vos conditions de vie. On ne vous vend pas le meilleur pour vous. Mais on vous dit que non, payez les impôts. La loi des finances, chaque année, va crescendo. Il y a des nouvelles taxes chaque année qui asphyxient les populations, les ménages aux revenus précaires. Une injustice fiscale. Est-ce qu'il est normal que la maman qui habite à PK27 paye le kilowatt à 79 francs, pendant que le ministre, lui, l'a pratiquement gratuitement parce qu'il est pris en charge par le gouvernement. Sa facture d'électricité est payée par ce qu'on appelle le budget de fonctionnement. Donc, nous dénonçons tout cela, que quand vous êtes en face, quand vous êtes en face des populations qui ont été paupérisées, quand vous êtes en face des populations qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, il faut élire un discours d'apaisement et non un discours de vente en guerre. Parce que n'oubliez pas, vous dites que vous êtes le Moulinès, mais les ingrédients, vous ne pouvez pas les écraser quand il n'y a pas d'énergie électrique, quand Eneo n'arrive pas à fournir le courant. J'aime bien la petite vanne à la fin. Oui. Le représentant des consommateurs est assez excessif et il s'est même trompé de ministre en parlant de Moulinex. Non, j'ai dit... Ah non, c'est une chute. Il ne s'est pas trompé, il ne parle pas du Moulinex. Il veut dire que ceux qui disent qu'ils sont les Moulinex ne pourront même pas écraser les condiments s'ils n'ont pas d'électricité. Oui. Voilà, donc c'était juste un parallèle pour réatterrir sur l'électricité. Donc il y a un ministre qui s'appelle Moulinex? Oui. Oh, moi je ne savais pas. Moi je vous dis... C'est pas un seul. Il s'appelle Moulinex. Ah, okay. Bon, mais c'est dans le bon sens, hein, justement, le Moulinex, c'est pour bien écraser. C'est donc en train de dire que je comprends le courroux de monsieur le président des consommateurs, mais je pense qu'il est un peu excessif, hein, à la limite aussi, parce que quand il dit que même les routes n'existent pas, etc., on sort un peu du cadre, mais il faut quand même aussi reconnaître que depuis un certain temps... Il y a les routes où les routes sont en train d'être aménagées. Ça, il faut le reconnaître. Pas aménagées. Nous sommes encore dans la réflexion. C'est ce qui a été construit n'a pas été entretenu, on vient refaire. Ce qui fait en sorte qu'on ne pourra pas faire l'extension du réseau. Regardez même encore là, vous voulez encore comme bavard, on parle, on s'énerve. Quand on regarde ce qu'on a comme axe lourd, qui a été conçu depuis plus d'une quarantaine d'années. Où est l'autoroute Douala-Yaoundé? Nous sommes actuellement sur l'électricité ou bien sur tout est lié. Tout est lié. Okay, ils sont solidaires. On parle de solidarité gouvernementale. Effectivement, vous êtes peut-être courroucé, mais ne soyez pas excessif. C'est tout ce que je suis jamais excessif. Je suis sur la mesure. Je suis en train de dire que par rapport aux routes, par exemple, si aujourd'hui nous avions dans l'agglomération de Douala, vous n'allez pas constater que toutes les routes sont en train d'être refaites. Peut-être que c'est le mot qui ne vous arrange pas, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un effort qui est en train d'être fait entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Donc forcément, si à cette allure les choses peuvent aller, on ne dit pas que tout est parfait. Moi, personnellement, le ministre, dans sa position, que j'ai dit que j'ai pas bien compris, mais en fait, mon problème, c'est Eneo. Parce que Eneo a un cahier de charges qui ne remplissent pas, et il n'y a pas de raison que le ministre se mette derrière Eneo. En fait, ça, c'est mon problème. Non, ce n'est pas que le ministre, il peut avoir ses raisons pour lesquelles il a pris cette décision, mais je me dis qu'on ne peut pas se mettre derrière Eneo parce que Eneo est négatif et tout à fait néfaste pour le Cameroun. Et je pense même d'ailleurs que c'est pour ça que le chef de l'État est en train de vouloir nationaliser cette société. Parce que vraiment, il y a exagération dans la façon de faire de cette société. Mais pour le reste, je pense quand même que tout n'est pas noir. Il y a quand même de l'espoir. Bon, maintenant, je pense aussi que même le ministre, en racontant que demain, il y aura une espèce de coup de poing, quand il va donc faire ses contrôles, opération coup de poing, et qu'il ne va rien trouver. Hein? Peut-être parce que je pense
à la limite, le ministre est même mené en bateau par cette société Néo là, hein, qui raconte que en fait ils ont plus de problème à cause de cela, parce que ça peut être une façon de cacher une fuite en avant, ça peut être une fuite en avant. Donc, nous ne pensons pas que quand il y aura cette opération coup de poing et qu'on constatera qu'il n'y a rien, qu'est-ce que Eneo va faire? Parce que Eneo a toutes les capacités de savoir s'il y a fraude ou pas. On n'a pas besoin d'une opération que tout un ministre se mette en branle pour faire des conférences, dire qu'à partir de lundi, que Eneo, ça veut dire quoi cette histoire? C'est ça qui me pousse un peu, parce que le ministre n'est pas l'avocat de Eneo. Vraiment, je ne fais que le répéter, il n'est pas l'avocat d'Eneo. Et si Eneo a besoin vraiment des gens en face, ils n'ont qu'à ouvrir le débat et on va leur démontrer qu'ils sont négatifs. Parce que Eneo, ils sont négatifs. Personnellement, je suis en 2 procès avec Eneo. Donc je dis, il ne faut pas que on pense que les gens sont contents de service Eneo et qu'aujourd'hui on vient encore mettre tout un gouvernement ou tout un ministre se mettre derrière cette société. Vraiment, c'est irritant. Donc je ne vais pas dire autre chose que ça, parce que c'est n'est que la réalité. Donc le ministre, je dis, il peut avoir des raisons que je ne connais pas pour avoir pris cette position, mais je pense que Eneo a trompé le ministre et le ministre a pris une position qu'il devra revoir. Oui. Bon, si on a souri avec lui, tu sais, les gens aiment voir le sourire aussi. Hein. Vous savez, si c'est le cas. On fait parler 2 ou 3 personnes avant de poursuivre. Bonsoir à la. Ok, on peut avoir les arguments comme les adjectifs comme ça, mon frère. Hey. Je me suis même d'abord arrêté. Vous savez, j'ai plongé dans le message avant de constater que le début était un peu violent. Bonsoir à la sublimissime, à la jolissime, l'élégantissime. Ah, ici, les Aïs, ils sont sublissimes. De LTM TV, j'ai nommé Madame Rosalie, très contente de vous retrouver ce soir. Oh, quelle honte encore, l'histoire d'électricité ce soir. Au 21e siècle, il y a encore des coupures d'électricité de façon sauvage et barbare. Je venais de jeter mes courses dans la poubelle la semaine écoulée. Ces gens nous méprisent. Ils nous ignorent en oubliant que c'est nos impôts qui les payent tous les mois. Bonne émission à vous, c'est Eloé depuis Ezeka. Merci à vous d'être devant le petit écran. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir madame. Tout ce que le ministre fait là, il paie son temps. Je suis agent Eneo d'une sous-traitance bien connue. Nous sommes à bientôt 6 mois sans salaire. Nous sommes partis déposer nos plaintes au MINE et au ministère du Travail où on n'a pas eu gain de cause. Aujourd'hui, ils viennent nous voir pour nous dire d'aller détruire les petits branchements électriques qu'on vit avec pour combler nos fins de mois. Le faux qui est sur le terrain est entretenu par les hauts cadres de la boîte qui nous envoient faire des branchements illégaux. Mieux d'eux, ils disent qu'ils vont enlever. Emmanuel depuis Mimboman à Yaoundé, dans mieux d'eux. Comme quoi, ils perdent leur temps, quoi. Ça peut pas guider. Bonsoir au panel, belle thématique, j'ai quelques préoccupations. Je suis à Bedi Douala et depuis des mois, nous avons des retours d'énergie dévastateurs. À chaque fois que l'électricité revient après des coupures intempestives, tous les appareils pètent à la maison. Ampoule, régulateur de tension, rallonge, chargeur de téléphone, ventilateur brûlé et j'en passe. S'il vous plaît, quelle est la conduite à tenir? Qui va payer tout ce désastre? Venir à la manifestation de la FOCACO. Monsieur Foka depuis Douala. En attendant d'aller à la manifestation, déjà quand on coupe l'électricité, débrancher tous les appareils. Ça, c'est le réflexe normal. C'est prévu comme ça. Débrancher tous les appareils. Et quand l'électricité revient, ne branchez pas immédiatement. Laissez au moins une dizaine de minutes s'écouler ou une quinzaine avant de rebrancher vos appareils. C'est la seule façon simple. Moi, je suis encore dans le fonctionnement normal. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Parce que je vous aurais dit que si vous avez un régulateur, ça peut protéger l'appareil. Mais on connaît nos régulateurs qu'on achète chez nos frères qui sont un peu façon là. Très souvent, parfois ça ne bloque même pas la puissance de l'énergie qui revient. Donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir acheté un régulateur de tension là où il faut et d'être en possession de l'original, de la bonne qualité,
débrancher les appareils. Dès qu'Eneo coupe, débranchez tous vos appareils à la maison et puis attendez après le retour de l'électricité 10 à 15 minutes avant de rebrancher. Et vous allez constater, comme ils nous recevoir le clignotant là, qu'entre les 10 et 15 minutes, ils vont couper même 3 fois. Donc mieux vous ne courez pas le risque d'avoir branché vos appareils pour les voir exploser. Alors, ça va revenir, repartir, revenir, repartir. Et quand vous verrez que c'est vraiment revenu pour rester, vous allez brancher vos appareils. Je crois qu'on aura moins de dégâts parce que c'est clair que ceux qui ont les moyens comme Majesté et les possibilités peuvent porter plainte et être sûrs de bagarrer, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde d'aller porter plainte à Eneo. Et c'est pas évident. C'est à la portée de tout le monde. Bon, il faut payer l'avocat. Quand je dis il n'y a pas à portée de tout le monde, ça veut dire que celui qui n'a même pas... Il y a un avocat des consommateurs qui s'appelle Arcel, le régulateur, qui peut contraindre Eneo à donc dédommager pour les préjudices subis par les consommateurs. Oui, justement, je reviens à ce que j'ai dit. Monsieur tout le monde ne maîtrise pas les méthodes pour faire les formules, pour aller les rencontrer. Et ils auront besoin de se faire accompagner et automatiquement, celui-là n'ira pas gratuitement. Vous avez raison. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais dire, que ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais maintenant, celui qui a suffisamment de jugeote peut remplir ses papiers et aller commencer les démarches. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité. Donc, évitez simplement d'abord les petites méthodes, le reste, les grands combattants comme Alphonse, comme Sa Majesté, feront le combat au-dessus. Mais pour vous qui êtes en bas et qui n'avez pas accès à tout ça, rapprochez-vous d'eux et posez vos problèmes. Madame Rosalie, ce que je veux vous dire, c'est que ne mettons pas toujours le consommateur et les populations comme si ce sont telles qui sont des personnes marginales. C'est nous la majorité. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui devons faire bouger les lignes. Ce sont d'être dans ce stoïcisme, cette résilience qui nous amène chaque jour à la tombe. Nous devons nous lever et c'est prévu par la Constitution de notre pays, les manifestations pacifiques pour faire écouter notre voix. Nous cessons d'être dans cette résignation qui enrichit des autres personnes, qui enrichit des entités. Donc vous avez constaté que nous n'avons plus d'avocats. Le ministre est devenu le porte-parole de Eneo. Tout ce qui nous reste s'appelle la légitime défense. C'est nous défendre nous-mêmes en allant manifester pacifiquement. J'ai dit dès demain nous allons introduire donc les déclarations de manifestation. C'est pas une demande d'autorisation. On déclare et dès le mardi de la semaine prochaine, nous serons devant les agences d'Eneo, devant le ministère de l'eau et énergie pour réclamer l'électricité et jeter tout ce qu'on a acheté comme vivres frais, comme tubercules, comme mangue, comme poulet et tout ça, que Eneo n'a pas pu conserver en nous envoyant l'obscurité. On va jeter ça devant le ministère de l'eau et énergie, devant les directions d'Eneo, afin qu'ils puissent eux consommer cela et que le ministre donc récupère les 60 milliards de dégâts de nos congélateurs et reverse ça dans le compte d'Eneo. D'accord, bonsoir à vous, merci pour cette émission. Autre réaction, bonsoir Rosalie. En général, les ministres camerounais sont très hautains. Ils ne pensent qu'à leur famille et le reste des Camerounais ne les intéresse pas. Ils parlent aux Camerounais comme s'ils s'adressaient aux animaux. Ils sont logés gratuitement, l'eau et l'électricité gratuits. Ils se font... Voilà. Ils se font plein les poches avec l'argent des contribuables. C'est Salomon qui nous écrit depuis Yaoundé. Autre réaction, ouais Rosalie, que Dieu bénisse ton panel et toi ce soir. Le vol de Eneo est trop grave. J'utilise le prépayé et depuis près de 2 ans, je suis facturé à 79 francs dès le premier kilowatt. Merci aux représentants des consommateurs qui dit exactement ce que nous subissons, mais ma question elle reste quand même. Je sais qu'ils nous diront qu'ils ne sont pas écoutés, mais pourquoi ils n'organisent pas des grèves ou des mouvements d'humeur? Je pense qu'il a envoyé avant que vous n'annonciez la couleur. En tant que défenseur des consommateurs abusés et nous demander de les suivre. Au diable Eneo dans ce pays. Je suis Patrice Basilekan qui nous écrit ce soir. Voilà, donc Patrice Basilekan, tu as déjà un candidat. Ouais, c'est ça. À ta manifestation, il faudrait simplement communiquer et qu'ils sachent où vous retrouver pour aller revendiquer devant Eneo que vous ayez... Et le ministère de l'eau et l'énergie. Voilà, d'accord.
et l'eau et l'énergie. Allez, on prend une transition et on revient. Vous êtes toujours sur LTN Télévision, l'émission bien sûr c'est tout au clair. Lundi, mardi, mercredi, on essaie d'apporter de la lumière sur les sujets d'actualité au Cameroun et pour le bien des Camerounais. Merci de nous faire confiance. Vous êtes sur LTM 509 sur Canalsat et vous nous suivez au Cameroun et à travers le monde. On va donc parler à présent de recensement. Je l'annonçais à l'entame de cette émission par un arrêté de Premier ministre du Cameroun. On apprend que le prochain recensement 4e du genre aura lieu du 24 avril au 29 mai 2026. Et bien sûr, ce recensement va coûter 13,2 milliards de francs CFA au Cameroun, au lieu de 64 milliards comme c'était initialement prévu. On se rappelle également qu'on avait eu le dernier recensement en 2005 et en ce temps-là, on était 8 514 938 Camerounais sur Terre. On en a eu déjà 3, ces recensements. Le premier, c'était en 1976. On était alors 2 184 242. En 1987, on était 3 968 914. Et puis en 2005, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, on repart pour un 4e recensement, mais j'étais à préciser quand même parce qu'il donne l'information et puis vous allez développer. Ce 4e recensement est couplé. C'est ça qui rend la chose intéressante. Non seulement il y a le recensement de la population et de l'habitat, et c'est couplé au recensement de l'agriculture et de l'élevage. Donc, pour faire très simple, on va compter les gens, on va compter les habitations, on va compter les animaux et puis on va compter les plantes. Si j'ai très bien compris, sauf si j'ai mal compris, Majesté. J'ai bien compris. Et tout ça en quoi? En une semaine. En une semaine. Déjà qu'on rappelle que l'ONU estime la population camerounaise entre 28 et 30 millions de personnes aujourd'hui. Vous imaginez que c'est réalisable ça en une semaine? Faire ce recensement, compter environ 30 millions de personnes, je ne sais pas combien d'habitats, je ne compte pas les animaux, les cheptels des gens qu'on va devoir compter. Et puis, on parle d'agriculture, je suppose que c'est les plantations des gens, les champs. On va aller compter les pieds de maïs. Bon, je le dis peut-être en souriant, mais c'est juste pour faire comprendre que le travail il est énorme, ce qui est en train d'être engagé. Et on nous dit qu'ils vont le faire en une semaine. Vous y croyez-vous? Sauf erreur de ma part, je pense que c'est plutôt un mois qu'on a dit, pas une semaine. Oui, un mois. Voilà. Un mois. Donc, vraiment, non, vous ne faites pas erreur. Oui. Du 24 avril au 29 mai. Ok, c'est quand même un peu plus raisonnable. Et effectivement, c'est un peu étonnant qu'ils aient mélangé avec le recensement de l'agriculture. Je ne comprends pas exactement, comme vous avez dit, si c'est les pieds des arbres qui vont compter, etc. Donc, mais moi, je pense que c'est une bonne chose que les gens sachent quand même combien ils sont pour pouvoir ajuster des choses. Et vous me permettrez quand même de revenir un peu en arrière pour dire que tout n'est pas noir ici. Et Néo a en face d'elle une société qu'on appelle Arcel, qui fait du bon travail. Ça veut dire que oui, Arcel, vraiment, quand il y a une dénonciation fondée, ils répondent favorablement. Donc, c'était juste une parenthèse parce que nous avons... Oui, répondre, ce n'est pas contraint de Néo, puisque Arcel
vit Bon, pratiquement... un retour spontané. Vous n'êtes pas obligé de réagir, Alphonse. Non, c'est pour mettre de l'eau dans son moulin. Il n'a pas demandé de l'eau dans son moulin. Son moulin fonctionne bien. Non, je reste avec lui. Son moulin fonctionne bien. Allez-y, Majesté. Nous continuons avec, on appelle ça quoi, le recensement. Oui. C'est une bonne chose. Vous savez que c'est attendu depuis. Et maintenant que les Camerounais s'intéressent de plus en plus à la politique, il est important qu'ils sachent au moins quelles sont les prévisions, parce que de temps à autre on dit qu'il n'y a eu que 4 millions de votants sur je ne sais pas quoi, quel nombre, donc au moins on aura des chiffres pour pouvoir faire des prévisions. Et c'est important pour tout le monde, autant pour le parti au pouvoir que pour l'opposition, étant entendu que nous sommes tous des Camerounais. Je pense donc que c'est une bonne décision. Et l'autre décision aussi qui est bonne, c'est comment on a pu ramener 43 ou 50 milliards à 13 milliards, ça veut dire que quand même c'est une bonne chose, parce que apparemment c'était un gros perçu. 64 milliards au départ du projet. Pour 13 milliards, il faudra donc seulement que le résultat soit proportionnel à la somme sortie. Mais je pense que c'est une très bonne chose que les Camerounais sachent combien ils sont par rapport aux échéances futures et par rapport même à l'avenir. Monsieur Ndiankoui, une opération cruciale pour la planification de l'économie dans un pays, mais qui a tardé à arriver, quelque chose de salutaire aujourd'hui, parce que les Camerounais posaient la question, même si on a envie de se demander si on pouvait le faire en un mois. Pourquoi on ne l'a pas fait avant la présidentielle? Bon, toute prétention, sans prétention aucune, madame, je voudrais déjà revenir sur vos chiffres avancés tout à l'heure, concernant les recensements au Cameroun. Le dernier recensement qui a été en 2005, en 2005 relevait que nous étions à 17 millions. Oui, 17,5 millions de Camerounais. Voilà, parce que vous avez parlé de 8 millions. Oui, voilà, c'est vrai. C'était juste 17,5 millions de Camerounais. Et celui qui va se tenir le 4e devrait s'étendre du 24 avril au 29 mai. Ça fait combien de semaines? On en a parlé avec lui tout à l'heure, sauf si vous n'étiez pas sur le plateau, ça fait un mois. Voilà. Bon, apparemment, vous savez parler du... Non, vous n'étiez plus avec nous. On a traversé cette étape-là depuis. Bien. Alors, revenons donc sur ce recensement, le 4e du genre. Déjà, c'est la bienvenue. Il est important, comme Sa Majesté l'a dit, de connaître effectivement combien nous sommes dans le pays. Et il en va effectivement de la sécurité nationale. Il en va des calculs politiques. Et parlant de la question que vous avez évoquée, pourquoi ce recensement vient S'il juste pouvait se faire en un mois après la présidentielle. C'est pas une question anodine. Les questions ne sont jamais anodines. Savez-vous, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pour les calculs politiques. Voyez-vous, c'est peut être favorable pour le parti au pouvoir, comme aussi ça peut être favorable pour ceux de l'opposition. Déjà, pour ceux de l'opposition, voyez-vous, ça va redéfinir un peu la carte électorale. Nous aurons certainement des nouvelles circonscriptions et le taux, effectivement, des députés, des conseillers municipaux autres vont certainement aussi s'élever. Donc, ça peut être une bonne opportunité. Vous faites allusion à quoi? Au nouveau découpage annoncé par le MONUDEX? Effectivement, parce que ça devrait aller en pair avec ce nouveau recensement-là. Jusqu'ici, c'est encore dans les officines là-bas de manière silencieuse. Je crois que ce 4e recensement va pouvoir mettre sur la table et au grand jour tout ce découpage dont on en fait effectivement tapage dans disons, dans les Bakati là-bas, Yaoundé. Bien, sur le plan du parti au pouvoir, c'est aussi pour eux un avantage parce que passer ce recensement après l'élection présidentielle, voyez-vous, c'était en faveur pour le candidat au pouvoir de pouvoir manipuler toujours le comment dirais-je, le fichier électoral. Voyez-vous, on est toujours dans la tranche des inscrits de 8 millions. Avec le fichier de l'ECAM, pour ne pas faire encore la polémique là-dessus, on est toujours là entre 8 millions. Or, si on avait ces recensements avant, la tendance de 8 millions ne devait pas être évoquée. Et on pourrait, de manière arithmétique, donner réellement des chiffres plus plausibles, des pourcentages. Voyez-vous? Et ce volet-là a été sciemment
esquiver pour permettre aux candidats en place de passer sans gêne. Donc, pour nous, au parti Jouvence, le recensement de la population est très importante et nous encourageons le gouvernement à pouvoir faire ceci dans les brefs délais et avec ce montant qu'il a évoqué, ce n'est que salutaire pour la population camerounaise. Pourquoi Majesté sourit beaucoup? Je me demandais si Jouvence a déjà recensé ses propres militants en attendant le recensement général, parce que ça serait une bonne chose. Vous voulez l'actualité de Jouvence, madame, vous pouvez, il me permet comme ça de faire une virgule comme ça à l'actualité de notre parti. Non, il ne vous a pas demandé l'actualité de votre parti. C'est une question rhétorique ou c'est une question totale? Si vous avez déjà recensé les militants vous de Jouvence, donc lui on a recensé, non on n'a pas recensé, et nous on avance. Ok. Voilà, donc... Vous avez répondu à ma place alors. C'est pour vous inviter à lui dire, vous avez recensé. Je demande donc si vous me permettez de répondre, parce que vous ne pouvez pas me prêter les mots. Vous permettez que je réponde? Pour répondre à sa question, oui. Si c'est pour ouvrir un autre volet, je vais le refermer le volet. Vous me permettez de répondre, vous ne me permettez pas de répondre. Parce que là, si c'est pour répondre à sa question, allez-y. Si c'est pour ouvrir autre chose, je vais donc répondre à la question de Sa Majesté. Je pense que c'est un parti nouvellement créé qui est fait effectivement. Quand on demande à répondre à madame... Bon, Majesté, je connais très bien, on connaît Jouvence. On sait que c'est Valère Bessala. On ne va pas arrêter le débat pour... Nous saluons tous les militants de Jouvence. Pour faire la campagne électorale de Jouvence. Donc on le sait tous, c'est pas un nouveau parti. Quand tu dis nouveau, c'est comme si c'était hier. Ils ont été officialisés il y a quand même déjà plusieurs années. Et j'ai travaillé avec eux à Yaoundé et partout où j'ai été. Donc ils ne sont pas nouveaux sur la scène politique au Cameroun. Ils ne sont pas des bébés. Donc ils sont déjà bien debout avec les os solides. Alphonse. Voilà. Merci déjà pour votre militantisme. Bien sûr, bien sûr. Je connais tous les partis politiques qui existent au Cameroun, rassurez-vous. Je les connais tous, même ceux que vous ne pouvez pas soupçonner. Je les connais. C'est mon boulot de les connaître. Alors, Majesté, j'arrive, Alphonse, il ne faut pas t'inquiéter. J'avais besoin de rebondir sur Majesté avec cette affaire des recensements tardifs. Qu'est-ce qui a bloqué ce recensement autant d'années? Les autres se sont quand même suivis, c'était au trop 10 ans, 9 ans pour le premier espace, et puis, mais après là on est quasiment à une vingtaine d'années. Ça a été expliqué le plus simplement possible, c'était la recherche de financement. Ah bon? Et le financement qui avait été avancé était quand même de 60 milliards. Donc il a fallu faire beaucoup de découpes et de recherches pour arriver à un montant raisonnable. C'est vraiment dommage pour certains qui auraient souhaité que ce soit fait avant les élections présidentielles, mais il y aura toujours d'autres élections présidentielles, donc ils ne perdent pas beaucoup à attendre. Nous pensons que ce qui est important, c'est qu'effectivement ce qu'on appelle ça ce recensement soit fait un jour et ça sera une bonne chose pour tout le monde. Bon, maintenant, pourquoi n'a pas été avant les élections? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que c'est parce que il n'y avait pas le montant nécessaire, les moyens nécessaires. De 60 milliards, hier, aujourd'hui, vous savez, 15 milliards. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en politique ou bien en économie des imprévus. Qu'est-ce qui est imprévu? Par exemple, la guerre de Nozo, on n'avait pas prévu cette guerre et on n'a jamais prévu combien elle peut sortir par an ou par mois. Il y a le budget de l'État, on voit ce qui sort. Non, on prévoit. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a d'autres caisses. Voilà. Il y a la guerre, par exemple, au nord, avec insécurité. Boko Haram, qui pompe aussi beaucoup d'argent qui aurait pu servir à autre chose. Donc je ne pense pas que c'est budgétisé toutes les dépenses de l'État. Non, vous avez le mot imprévu, c'est pas le RDPC qui l'a inventé, c'est un mot qui existe et qu'on utilise à bon escient. Bon, c'est vrai, de où on se met, on peut croire que c'est un avantage ou un inconvénient. Comme lui, il a vu que c'est un avantage pour le président Biya d'avoir eu à faire le recensement après. Mais comme on dit au quartier, on ne donne pas le lait. Nous sommes en politique et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre.
Donc, mais seulement ce qui sera important, c'est qu'après recensement, la vie des Camerounais va continuer et nous pensons qu'à ce moment-là, l'opposition aura un peu plus d'armes, comme ils prétendent qu'ils ne connaissaient pas ce qui se passe, pour se faire. Mais nous aussi, de notre côté, ça ne nous dérange pas. C'est pour ça qu'effectivement, ce recensement qui était attendu sera libéré. On pourra éviter quand même l'obsolescence des données qui affectent la planification au Cameroun, Alphonse. On a une chance aujourd'hui peut-être de planifier tout ce qu'on fait, puisqu'on s'est retrouvé ces dernières années avec des projets qui n'étaient pas maturés, parce qu'il manquait quelques données, qui n'étaient pas adaptées également à la population, au nombre de personnes vivant au Cameroun. Peut-être on peut espérer une meilleure planification aujourd'hui. Il faut rappeler, c'est-à-dire il faut que les Camerounais comprennent. C'est pas le gouvernement camerounais qui veut recenser les Camerounais. Ah d'accord. C'est pas il y a des conditionnalités à l'international lorsque vous voulez taper auprès des bailleurs de fonds. C'est depuis plus de 8 ans que le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, etc. mettent la pression au Cameroun. Parce que quand on vous prête, on vous voit, on doit connaître combien vous êtes pour voir le poids de serait-ce que le service de la dette qui doit être supporté par vos populations. Parce que quand on parle de PIB, ça s'appuie sur un nombre d'habitants. Quand on parle de macroéconomie, quand on parle par exemple du SMIC, qui est une donnée microéconomique qui doit être prise en compte pour des calculs macroéconomiques. Donc, quand vous ne connaissez pas combien vous êtes, c'est un peu comme un père qui ne connaît pas le nombre d'enfants qu'il a. Il va faire les achats comment pour rentrer à la maison. Ça peut exister, ça? Oui, ça existe, c'est le Cameroun. Voilà un Cameroun, un pays qui ne connaît pas combien d'enfants il a. Les autres lui disent que bon, tu viens prêter l'argent tous les jours. Ils sont combien? On envoie alors quoi? Tu veux le sac, combien de sacs de riz? Tu veux combien de cartables? Tu veux combien de cahiers? Il dit, donnez-moi d'abord 100. On dit, mais on donne 100, ça ne suffit pas. Tous les jours, tu pleures. Compte tes enfants, tu viens nous dire. Chaque fois, en ayant prêté, on dit, compte tes enfants. Aujourd'hui, on dit, bon, si tu ne comptes pas, on ne te donne même plus. Voilà, ils viennent compter maintenant. Que bon, on va compter, on va vous envoyer les chiffres, tout dans la va-vite, de la précipitation. Donc tout ça, c'est parce que ce sont des conditionnalités, ce n'est pas de leur volonté, de leur gré. Pourtant, nous devons savoir combien nous sommes. Ce sont des données macroéconomiques qui aident pour des projections. C'est pourquoi les analystes avaient déjà fait des perspectives en disant que bon, le taux de natalité c'est si on fait des projections avec le taux de mortalité, on croit que la croissance démographique peut... Justement. Mais les estimations ne sont jamais la réalité. Vous savez qu'on a connu beaucoup de crises. Il y a eu le corona qui a créé des morts. Il y a des accidents de la route sur cet axe qui tuent tous les jours les Camerounais. Il y a la consommation de whisky en sachet où les ministères ont signé les moratoires, tuent les Camerounais. Il y a l'eau que nous consommons. Vous savez que Kamwata, c'est rien que le périmètre urbain. Dans nos villages, il n'y a pas d'eau là-bas depuis des années. Le ministre de l'Énergie, lui, ne voit pas ça. Il voit seulement qu'il doit défendre Eneo. Donc, on ne boit, l'eau ne coule pas. Les Camerounais font la queue derrière des citernes, comme si nous sommes dans même l'Éthiopie, pendant les années 80, les gens ne s'alignaient pas comme ça. C'est choquant et désolant. Et le ministre, lui, ne dit rien. Il vient encore dire aux pauvres Camerounais qu'allez payer vos factures. Non, nous disons quoi? Quand on parle donc de ce recensement, nous attendons cela parce que nous, de la société civile, nous avons besoin de ces données. Donc, le problème de coupler cela, c'est là ça va rendre la tâche un peu encore plus difficile aux agents de recensement. Pourquoi? Surtout dans l'arrière-pays, il faudra recenser les personnes et recenser les activités pastorale, agricole et d'élevage. Donc on va dire que peut-être dans le BAM équipe, nous avons vu il y a tel nombre de champs de cacao, tel cheptel, pas qu'on compte les cheptels ou bien on compte les arbres. Mais on essaye d'évaluer le type d'activité par zone pour adresser. Ce sont les données voulues soit par la Banque mondiale, soit par les organismes onusiens, pour essayer d'adresser des problèmes que nous vivons.
Notamment, on parle de malnutrition au Cameroun. Combien nous sommes? On parle de mortalité infantile. Donc, il faut connaître de façon chiffrée, avec des estimations réelles, l'effectif des Camerounais, dont la population, la densité des Camerounais, surtout dans les villes. Et ça va aider aussi peut-être les hommes politiques et même ceux qui veulent se projeter dans l'avenir, dans la politique, sachant que dans tel département, il y a tel nombre de populations. Et là, tel nombre de chèvres, et ça va aider. Et c'est pourquoi nous disons que ce travail pouvait être facilité en amont. Le Cameroun a mis sur pied un bureau national de l'état civil. L'informatisation de l'état civil. Ce n'est pas encore le cas, oui. L'informatisation totale, il fallait que toutes les mairies, nous avons ici quelqu'un qui a été conseiller municipal, je ne sais pas s'il l'a encore. La mairie de Douala Premier, il faut féliciter, à informatiser son système d'état civil. Quand c'est bien, on félicite. Donc, il faudrait étendre ça à toutes les collectivités décentralisées. Nous, si c'était informatisé, les mises à jour devaient être automatiques. Beaucoup de Camerounais décèdent et n'ont pas de certificat de décès. C'est vrai. Beaucoup. Pourquoi que c'est... Le certificat de décès va... gens qui meurent dans le certificat de domicile, décès devient une charge pour la famille. Et puis on Pourtant, dans d'autres pays, quand vous décédez, il faut un certificat de décès. C'est ça qui aide aussi dans les statistiques. Mais chez nous, quand vous allez peut-être à la mairie de Douala Premier, on ne peut pas vous faire des statistiques des certificats de décès dans toutes les municipalités parce que les Camerounais ne déclarent pas. Non, quand tu décèdes, on t'attache dans la voiture, on part directement au village dans la nuit. Non, même pour diminuer, il faut. Mais je dis, le certificat de décès, ils trouvent que c'est encore fastidieux pour eux aller. Pourtant, c'est gratuit. Tous les certificats, tous les actes sont délivrés gratuitement. Acte de naissance, gratuitement. Acte de mariage, gratuitement. Donc, ne payez plus pour les frais de célébration de mariage. C'est gratuit. Parce que les fonctions de ce qu'on appelle les officiers d'état civil, ces fonctions sont gratuites. Ils ne doivent pas être rémunérés. Donc, le mariage doit être célébré gratuitement. Quand on vous dit qu'il faut payer ici pour que le maire ou bien payer, il faut dénoncer et nous saisir au niveau de la Fondation camerounaise de consommateurs. Donc, ils doivent refuser. Ils doivent refuser parce que c'est gratuit. Les fonctions, c'est écrit dans la loi. Non, j'ai compris. La même chose pour l'acte de naissance. Oui, mais c'est gratuit. Vous avez vu, il n'y a pas de timbre sur l'acte de naissance. Il n'y a pas de timbre sur l'acte de mariage. Il n'y a pas de timbre sur l'acte de décès. Ce sont des actes qui sont délivrés gratuitement. C'est prévu par la loi. Pas aujourd'hui, la CNI qui est devenue pratiquement 11 000. Uniquement avec la CNI, on pouvait déjà... On est déjà à 25 000. Non, c'est 11 000 pour payer. C'est le passeport qui a 110 000 déjà. Donc, uniquement avec la CNI, cette nouvelle CNI... Ah non, je ne le dis pas officiellement. Hein. Ah, ok. J'ai dit officieusement. Donc, c'est pour dire que le BUNEC pouvait aider si on avait un registre d'état civil pleinement informatisé. La délégation générale de la Sécurité nationale pouvait aussi aider avec la production de la CNI, parce que quand vous allez donner vos données personnelles, on vous recense votre lieu d'habitation, votre numéro de téléphone, votre ethnie, etc. Donc, ces données-là doivent être publiques, disponibles pour tout le monde. Pour pouvoir donc adresser nos problèmes. Parce que nous, en tant que consommateurs, nous voulons savoir que non, il y a tel nombre de ménages dans telle ville, il y a tel nombre de ménages dans tel canton. Pour ne pas disperser nos forces, il faut aller adresser le problème où il y a des personnes les plus vulnérables. Nous voyons souvent certains ministres aller dans leur village faire les dons. Pourtant, il faut peut-être aller au sud-ouest, il faut aller à l'extrême nord où l'urgence vitale est plus accélérée. Je vous rappelle quand même que le don, c'est... Bon, si c'est un don de l'État, on peut comprendre ce que vous dites, mais le don a le principe qu'on choisit à qui on veut donner. Non, on donne à la personne qui est dans l'urgence, qui est dans la demande, qui est dans le besoin, qui est, comme le dit, personne défavorisée. Donc on ne donne pas aux riches comme Enéo fait en fait souvent. On voit des entreprises parapubliques et publiques faire toujours les cadeaux aux ministres, envoyer les cartons d'ici, de ça. Non. Il y a, la loi aussi a prévu la RSE. Il faut aider les défavorisés, ne pas aider ceux qui ont déjà. Le ministre, lui, l'a déjà, ne allez plus lui donner. Monsieur le ministre, quand on vient vous donner, il faut refuser à envoyer ça dans les villages défavorisés.
J'ai envie de sourire. J'ai l'habitude de dire que plus on en a, plus on en veut encore. Aujourd'hui, on en est la majesté dans un mouvement qui est très attendu, qui est d'ailleurs souhaité par les Camerounais. Mais nous, on est dans le principe, il a ouvert d'ailleurs le bal dessus, de la faisabilité. Comment réussir en un mois à recenser tout ça. Il a ouvert un tout petit peu en proposant que le BUNEC pouvait servir à quelque chose, malheureusement n'étant pas encore au bout de leur travail également. Ça va être compliqué. La police qui établit les cartes nationales d'identité aurait pu également servir, mais avec tout ce qui se passe en ce moment comme transition, avec des gens qui ont les récépissés depuis des années, ça va aussi être difficile. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils iront du porte-à-porte comme ils ont fait en 2005. Mais vous avez vu le ministère de l'enseignement secondaire a recensé les enseignants qui sont allés à l'étranger. Bon, là, pour recenser, ils sont très forts. Mais maintenant, pour avoir les vrais chiffres des Camerounais, ça coûte 13 milliards. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le porte-à-porte? Parce qu'en 2005, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait du porte-à-porte. Mais j'essaie d'imaginer, si on est 30 millions aujourd'hui, faire le même porte-à-porte, c'est quasiment le double de ce qu'on était en 2005. Et en un mois, et en même temps aller compter les champs de nos mamans au village, les habitats, les élevages des uns et des autres. Rien que pour la région de l'Ouest, ils auront du boulot, hein. Parce qu'entre élevage et machin de l'autre côté, c'est en quantité où la partie septentrionale avait les bleus. Il faut rappeler que les grandes métropoles concentrent déjà. Lorsque nous voyons, vous voyez les ordres de régale. Il a la parole, Sa Majesté. Alphonse Aïssi Abena, on respire. Ok, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faudra s'en l'appeler. Il a beaucoup à dire. Bon, je pense que complètement. Il est intéressant. Il est intéressant, ça c'est vrai. Autant vous avez parlé de l'Ouest qui ouvrait beaucoup de gens, vous allez savoir aussi que c'est la région la moins dense du Cameroun. Donc, moins jamais. Oui. Comment? Je crois qu'il voulait dire moins vaste. Moins vaste, oui, mais plus dense. Oui, moins vaste. Donc, je pense que quand on a fait une prévision de 1 mois, toutes les dispositions étaient prises pour que ce soit respecté. Donc il s'agit, nous n'avons pas les mêmes technologies qu'il y a 20 ans, nous en avons un peu plus aujourd'hui, et je pense que si jamais chaque personne y met du sien, 1 mois sera suffisant pour arriver à ce résultat probant de cette révision en tout cas du nombre de la démographie du Cameroun. Oui. Donc moi je pense qu'il ne faut pas être pessimiste, il faut être objectif parce que c'est quelque chose d'important qui est attendu par les Camerounais et même comme a dit M. Aïssi par la communauté internationale pour certaines raisons. Donc il faut que vivement que ce soit là et que chacun y mette du sien. Chacun qui doit y mettre du sien là, c'est qui? Ben, les populations en même temps. Qu'est-ce que la population a à faire? Ben écoutez, si jamais on vient à votre porte, on frappe à la porte, vous n'ouvrez pas, on ne saura pas que vous êtes là. Il faut quand même savoir que c'est quelque chose de normal, que on se signale auprès de ceux qui viennent enregistrer, etc. Et ça va bien se passer. Donc peut-être, je ne pense pas que ce soit le 100%. Il y a toujours une marge d'erreur, mais il faudra quand même que le maximum de personnes participent à cet exercice qui se veut national, pour que nous ayons enfin les chiffres et que nous ne soyons plus dans les spéculations. D'accord. Et il reste sur le porte-à-porte. Vous pensez également que ce sera la solution? Parce qu'on a même les hôpitaux qui peuvent aider aussi avec les enfants. Il y a plusieurs entités. Je suis ici. Je suis avec M. Ndiankou. J'arrive. Je suis ici. La question. Non, je vraiment assoiffé. Je n'arrête jamais M. Ndiankou. Souffrez, M. Aïssi, vous allez en venir. Ok, je vous pense. Merci. Et à votre question tout à l'heure, il faut déjà dire que nous ne sommes plus à l'époque de Mathusalem. Donc c'est clair que dans ce recensement, on va y intervenir effectivement des nouveaux outils de recensement, notamment la technologie. Quel genre de technologie qui va recenser les gens? Je pense que ils sont mieux placés pour... C'est vous qui annoncez qu'ils auront des technologies. Mais je pense quand même qu'ils devraient avoir des gadgets qui devraient faciliter ce recensement-là. Parce que de nos jours, la technologie l'oblige.
Ça, c'est clair. J'essaie de visualiser quel appareil peut recenser ensuite, les choses dans une maison rapidement. Ça pourrait... Et je ne vois pas. J'essaie de fouiller ma tête. Il y a des informaticiens là qui ont déjà développé, je pense que les logiciels pour rapport à ça, et la qui question vont là sera déjà... transpercer les murs et voir les gens qui sont à l'intérieur. Je ne maîtrise pas exactement, mais je pense quand même qu'ils ont des outils adéquats pour leur faciliter cette tâche. Et aussi, il y a des Camerounais qui seront embauchés de manière partielle pour ce recensement-là. C'est qu'on ne voit pas aussi. Ça va donner le boulot. Oui, ça peut réduire un peu le taux de chômage pour un certain temps. Parce qu'il faudrait effectivement des gens pour faire ce travail. Aller au fond du Cameroun, l'interline là-bas, bref, ça demande des ressources humaines. Et on devrait certainement briefer, former ceux-là pour ce travail-là. Et du coup, je me demande si 13,2 milliards... Bon, ça va suffire, hein? Non, le milliard n'est pas le million. Vous savez, si on est habitué à entendre des milliards énoncés dans le pays, on a l'impression finalement que ça ressemble à 1000 francs. Notre souci surtout, c'est que cet argent arrive à destination. Si on a promis, par exemple, 25 000 francs à un agent de terrain, quand on l'accorde, on l'octroie sur 25 000 francs. Ça, c'est surtout notre souci. Donc, parce qu'on connaît toujours les petits patrouillages qui se font toujours là-bas. Effectivement. Vous allez comprendre qu'il y a encore de tournement dans la gestion de ces 13 milliards et ce qui va venir biaiser encore le travail parce que les agents ne sont pas payés, eux aussi. Ils mettent les résultats dans la poubelle, ainsi de suite. Donc voilà les scandales que le RDPC souvent nous offre lorsqu'il y a ces genres de on va associer Jouvence à la manœuvre. Merci déjà. Donc c'est la corruption sur le plateau en direct. Donc on va associer Jouvence et il dit merci déjà. Donc les populations neutres, notamment les partis, pour voir la gestion de ce problème. Parce qu'on ne voudrait pas notre scandale. Vous savez, le Cameroun nous a habitués à tous les scandales. Je ne peux pas vous réviser les guettes ici qu'on a connus. Covid-Gate et autre chose dans la gestion des finances. Vous savez, les miasmes maladroits d'argent, ça dérange souvent ces gestionnaires de RDPC. Oui, donc nous souhaitons surtout une transparence dans la gestion de ces 13 milliards. D'accord. Alphonse, je suis avec toi. Oui, donc moi je disais, le recensement de la police, d'autres pays ont facilité la donne, vraiment. C'est parce que nous voulons tuer dans le cafouillage. Quand tout à l'heure, Samassé Touké disait qu'il n'y avait pas l'argent, je rappelle que depuis plus de 15 ans, à l'époque, il n'y avait pas. Il dit qu'il n'y avait pas l'argent. Je lui dis où il y avait cet argent. Depuis plus de 10 années, les 10 derniers budgets de l'État avaient ce qu'on appelle la ligne 94 et la ligne 64. Et ces lignes-là caracolaient toutes les deux 1500 milliards. Mais on parle qu'on n'avait pas 13 milliards. Hein? C'est ça, ces lignes-là, comme surtout la ligne 64 des dépenses communes, là, vous voyez, évacuation sanitaire, on n'évacue pas le pauvre Camerounais qui a un cancer, qui n'arrive pas, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'assurance santé universelle. Mais celui qu'on va évacuer, c'est celui qui a pris en charge, qui a une personnalité publique, qui a des biens, qui a ceci, cela. C'est lui encore qu'on prend en charge avec l'argent du contribuable. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs parlementaires qui disent qu'ils n'ont pas de salaire. Le budget est parti où? Vous voyez que le Cameroun a l'argent, mais c'est maintenant l'utilisation, la mauvaise utilisation. Donc moi, je disais que pour le recensement, il y a des entités qu'il faut mettre à contribution. Mais comme nous connaissons comme le Cameroun fonctionne, chacun dit que bon, le recensement c'est ma chose. Le MINPA va dire que pardon, c'est mon budget. Ne venez pas regarder là. Pourtant, le MINPAD peut s'associer au ministère des Postes et Télécommunications, à l'Agence de régulation des télécommunications, en mettant en contribution les opérateurs de téléphonie mobile. Vous savez aujourd'hui que pour avoir un numéro de téléphone, il vous faut vous identifier. Donc on connaît ces opérateurs, chaque année déclarent le nombre d'abonnés. Chaque opérateur, surtout les leaders, déclarent plus de 10 millions d'abonnés. Chacun, c'est vrai qu'il peut avoir des couplets, que vous avez un même numéro chez X et chez Y. Oui, mais on peut faire ce qu'on appelle cette compilation en évacuant les doublons de noms. Donc, il y a aussi les universités. Il y a l'enseignement secondaire. Je rappelle que pour faire un examen, aujourd'hui, c'est pratiquement informatisé, il faut avoir un code. On peut donc recenser le nombre d'enfants. Depuis 10 ans, on a eu tel nombre de candidats au bac.
tel nombre de candidats au BEPC, tel nombre de candidats au BTS. Donc, toutes ces compilations peuvent déjà aider pour faciliter la tâche. Mais je sais que ça ne sera pas le cas. On va dire que non. Pour ce recensement, c'est l'affaire du MINPAT. Le porte-à-porte. Moi, je dis 1 mois, c'est même assez. C'est assez. Si on a toutes les stratégies que vous êtes en train de citer... C'est assez en deux, puisque le recensement, nous qui avons vécu peut-être le recensement de 2007, il y avait des communications qui disaient restez chez vous les jours fériés ou bien les jours non ouvrables comme le dimanche pour que les agents passent. Parce que l'agent va pas passer un lundi dans les grandes métropoles, et c'est peut-être dans les pays où tout le monde est concentré, ils peuvent aller faire ce recensement. Mais à Douala, pour recenser la population de Douala, c'est 1 semaine. Et vous compilez, on a pu faire manuellement avec les fiches. On a les tablettes. Il faudrait que ces gens achètent les tablettes. Vous savez qu'il y a plus de 5 ans, on avait donné les ordinateurs portables aux étudiants. Est-ce que ces ordinateurs fonctionnent encore même? Non, on pouvait utiliser, on pouvait recruter ces étudiants-là que venez donc avec vos tablettes, vos ordinateurs-là. Vous êtes agent de recensement. Les tablettes là sont où? On a dit qu'on devait mettre sur pied des usines d'assemblage. C'est où? Ça pouvait aider dans le recensement. Maintenant, on n'a que 13,2 milliards. On va acheter les tablettes avec quel montant pour partager? Avec 13,2 milliards, si c'est un État qui avait anticipé... Tu te rappelles du budget quand même des ordinateurs, c'était 75. Voilà, si c'était un État qui avait anticipé, il devait mettre en place une unité d'assemblage de tablettes. Le Rwanda le fait. Le Botswana le fait. Au Cameroun, en 2026, on n'assemble pas de téléphone, on n'assemble pas de tablette, on n'assemble pas de moto, on importe tout. Un pays qui était précurseur. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement les derniers de la classe. Pourquoi? Pourquoi il faut poser les questions? Posons ces questions aux camarades de Sa Majesté Touquet. Pourquoi aujourd'hui nous sommes les derniers de la classe? Il y avait la maison du cycle, il y avait la SICAM qui fabriquait le pain, aujourd'hui est obligé d'importer de l'Inde. Nous avions la maison du cycle, on assemblait les motos. Nous avions ici... Nous avions ici des entreprises qui produisaient du riz localement, qui produisaient la farine, du blé. On avait tout ça. Bon, si on n'en a plus, dans l'agriculture, on n'aura pas beaucoup de choses à recenser. On transformait pratiquement tout ce qu'on consommait. Il y avait ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire qu'on a perdu. Aujourd'hui, aller dans les rayons de nos supermarchés, à 80%, tous ces produits manufacturés sont importés. Quand vous importez, ça veut dire que vous garantissez le chômage pour vos enfants, pour vos étudiants qui sortent des écoles. Si on parle qu'on a les écoles de Polytech, ils vont travailler où? Si on importe le poisson comme on le voit, si on n'arrive pas à faire la pisciculture, l'aquaculture. Bon, on va les compter. Je crois que quand ils vont finir, on saura si on a les piscicultures et tout au Cameroun, si on a les champs. Mais il faut regarder le quota d'importation. C'est le quota d'importation qui aujourd'hui on importe encore l'huile de palme aux pays voisins comme le Gabon. Sur le Gabon qui, il y a quelques années, venait suppléer le Gabon. Mais vous voyez, et dans tout ça, on ne fait que régresser. D'où notre stupéfaction, et on attire donc l'attention des camarades de Sa Majesté Touquet de mouiller le maillot. Il y a le camarade Touquet qui peut être dans des postes et faire un rendement. Il y a des gens qui sont au stade depuis plus de 92 minutes, sont fatigués, n'arrivent même plus à courir derrière après le ballon. Il y a les remplaçants qui s'échauffent, on ne les fait pas entrer. Il y a d'autres même qui sont blessés, on a dit que bon, mettez-les au brancard. Faites alors entrer même un remplaçant. Non. Il y a des ministres qui sont décédés. Il y a les directeurs de généraux décédés. Il y a donc les remplaçants qui se chauffent comme étouquets. Depuis des années, les postes sont vacants. Mais lui, il se chauffe. Et pour sortir... On ne donne pas un poste vacant, inoccupé, un poste libre, libéré. Est-ce que Sa Majesté vous a dit qu'il a encore un échauffement? Mais le voilà, il se chauffe. D'accord. Pour sortir de ce 4e recensement, il sourit. Donc, il n'est plus en échauffement. Il est sur le terrain. Non, mais les bois... Juste qu'il n'a que... Ils sont à 9 contre 11. Il y a les remplaçants, ils ne veulent pas faire entrer. Et ils vont gagner le match comment? On va sortir de cette émission. La pauvreté, qu'on la promiscuité, on va sortir, la vie chère. On va sortir de cette émission, Sa Majesté. Qu'est-ce qu'on retient? Nous tenons
qu'il y a quelqu'un qui est nostalgique du temps passé, M. Aïssi, et nous le rassurons quand même qu'il nous a fait beaucoup de cours de gouvernance, mais je ne crois pas que c'était le moment indiqué parce que ce n'était pas le plateau pour ça. Il peut y avoir des plateaux où on pourra avoir à répondre, mais la diversion, il a réussi à la tenir pendant un bon moment. Mais qu'est-ce qu'on a retenu? C'est ça qui est important. Donc, M. Aïssi, les cours de gouvernance, pour le moment, c'est le RDPC qui a le pouvoir et qui est en train de faire comme ils peuvent le faire. C'est pour ça qu'il y a les élections. Après ça, nous souhaitons quand même, parce que nous n'avons pas exclu qui que ce soit dans la mouvance politique, comme disait notre frère, de Jouvence, il pense qu'il devra être associé à certaines prises de décision pour qu'il soit aussi au fait de certaines choses. Nous ne pensons pas que ce soit des opérations de partis politiques comme celle-là, dont forcément tous les Camerounais seront invités à participer. Je l'ai déjà dit, je le redis. Donc, nous allons souhaiter une très bonne chance à ceux qui vont aller sur le terrain pour ce recensement. Et ne vous en faites pas, même les poules seront recensées et les poissons. Donc ça sera un travail bien fait. Un travail fait en profondeur. Ça sera un travail fait en profondeur. On ne peut pas avancer ce genre de projet sans avoir pris les contours nécessaires. Nous pensons donc qu'un mois ça sera suffisant et nous attendons le résultat. Ce sera pour le bien de tous les Camerounais. Alain-François Djankoui, qu'est-ce qu'on retient? Au sortir et surtout les Merans, disons déjà que le problème sur la lutte contre la fraude à l'électricité au Cameroun est ailleurs. La cause est connue. Il faut soigner le Camerounais qui souffre, améliorer les conditions de vie et on pourra réduire cette fraude. Ça ne peut pas effectivement s'éradiquer totalement, mais on pourra quand même réduire si ce problème de paupérisation est effectivement résolvé. Et parlons du 4e recensement général de la population qui est en vue, déjà planifié. Tout ce qu'on souhaite que cela soit effectué dans les règles de l'art et que surtout le scandale des détournements des fonds soit effectivement épargné. Je vous en prie. Et c'est surtout notre crainte là-bas à ce niveau-là, parce que les gars du RDPC, ils sont très forts dans le détournement des gens. Et aussi le parti Jouvence se remercie. Encore votre directeur, si vous le permettez, pour cette invitation. Nous souhaiterons qu'elle soit à perpétuité. D'accord. Alphonse Abena est ici. Nous disons que cette émission, c'est un exploit. Il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Peut-être que vous voulez bien nous écouter. Parce que vous savez, c'est pas évident. J'ai fait plusieurs plateaux. Souvent, il y a des coupures, le groupe. Vous savez, les pertes. Il y a LTM a connu des pertes. Oui. Ces pertes sont liées à la fourniture d'énergie électrique. Donc, vous voyez, des gens investissent des millions, des centaines de millions. Ça vole en fumée. Et le ministre est venu au secours même de cela. Vient encore défendre l'inquisiteur, le bourreau. Donc c'est ce qui choque énormément les populations camerounaises. Donc nous demandons le ministre de changer la direction de son fusil, de le pointer vers celui qui arnaque les populations à travers une tarification abusive, celui qui arnaque les populations avec la mauvaise qualité de service, celui qui arnaque les populations avec l'arrogance, le mépris de ses employés, celui qui arnaque même la jeunesse. Vous avez suivi le témoignage de ces agents qui travaillent pour des entreprises de sous-traitance qui n'ont pas de salaire, mais on priorise certaines dépenses de l'entreprise Eneo, l'acquisition des véhicules, etc., de matériel roulant, etc. Donc, nous disons que tant que nous n'aurons pas des dirigeants à certains postes qui sont patriotes, nous allons vivre des moments difficiles. Et les Camerounais doivent savoir que la solution doit venir d'eux-mêmes. Cessons d'être résignés. Cessons d'être stoïques.
il faut qu'on prenne notre destin de revendication en main, revendication pacifique, parce que c'est nous qui sommes les plus nombreux. Nous ne pouvons pas avoir quelques énergumènes devant nous qui nous dictent la loi. Nous ne sommes pas du bétail où un seul berger peut mener 10 000 troupeaux à l'abattoir. Nous ne sommes pas du bétail. Nous sommes des êtres humains conscients. Nous avons de l'intelligence. Cette intelligence-là, nous devons donc l'utiliser. Et c'est pourquoi la loi a prévu des manifestations pacifiques. Donc, nous allons donc envoyer des messages à travers notre plateforme du prochain sitting qui aura lieu devant l'entreprise Eneo pour réclamer l'électricité, pour réclamer une meilleure qualité de service, et un sitting aussi devant les délégations régionales du ministère de l'Énergie pour demander à ceux-là d'être nos avocats parce qu'ils sont payés par l'argent du contribuable camerounais. Merci Alphonse Aïssi Abina, on le rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes le président du FOCACO, Fondation camerounaise des consommateurs. Merci à Sa Majesté Auguste et Touké Mouélé qui a porté aujourd'hui la casquette du RDPC, il en a beaucoup, parlant de casquettes. Et merci à Alain-François Diankoué qui est commissaire à la communication pour le parti Jouvence. L'équipe technique était assurée par Christian Toumbou et Philippe Eyoum, j'y arrive. Priscilla a assuré le make-up. La coordination générale reste et demeure celle de Madame Dinali. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 21h. Et n'oubliez pas, entre être et ne pas être, nous sommes RTM Télévision. Bonne soirée à tous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. LTM, la télévision du monde. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining us for a new week on La Télévision du Monde. It's time for the 7 p.m. news in English language. As usual, today is the 16th of March 2026, and we begin with the headlines. Authorities in the city of Tuburu in the North region have seriously warned the population to step up efforts to enforce the ban on whiskey sold in small sachets of plastic, warning traders against the continued sale of this highly alcoholic drink that is not good at all for consumption and for the health, especially of the younger people that consume it ceaselessly. And secondly, on a political note, tonight we shall talk about former Cameroonian minister and political leader Issa Juma Bakari, the president of the SNCN party, who says he will soon return in Cameroon according to statements attributed to him reporting from his exile in the Gambia. He reported that stay in the Gambia has generated speculation within the political circles, with observers questioning the circumstances of his departure from Cameroon and the timing of his announcement on his return.
Out of our national frontiers, we shall take you to Congo Brazzaville to talk about tension during Sunday's presidential elections that has laid bare tension between generations. Hoodlums thereby murdered the 80-year-old village chief Joseph Bataguna as he walked past a group of young people sitting by the side of a road in Mayituku during these elections on Sunday in Congo Brazzaville. That was it for the headlines. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. Good evening once again. Welcome to the news. We shall take you first and foremost to the port in Douala and talking about this financial crisis that is seriously rocking the SGS in the port. Close to 1.45 billion francs CFA has been uncovered involving the SGS firm responsible for transporting and also inspecting the goods in the port of Douala. It is a serious scandal that is involving investigations that have revealed seriously that not more than 1,500 import declarations were allegedly fraudulently validated, allowing the goods to bypass all the customs duties and depriving the state from doing its work at time. Let's get details of that with FG Cynthia Azanu. Cameroon is shaken by a financial scandal of unprecedented scale. A fraud estimated at 1,745 billion francs CFA is reportedly attributed to SGS, the company responsible for inspecting goods at the port of Douala, the country's main gateway for foreign trade. According to investigations, more than 1,500 import declarations were allegedly fraudulently validated, allowing goods to pass through the ports without the payment of taxes and customs duties, thereby depriving the state of substantial revenue. The case highlights serious dysfunctions within the customs control system and has sparked strong reactions among the public and in the economic circles. Cameroonian authorities have referred the matter to the Director General of Customs and National Agency for Financial Investigations to identify those responsible and recover the misappropriated funds. For now, SGS could be stripped of some of its operational responsibilities while judicial proceedings and administrative sanctions are being considered. Observers stress that the scandal directly affects the national economy, given that the port of Douala handles more than 80% of Cameroon's external trade. The government has promised a thorough investigation and insists on its determination to strengthen governance and transparency in the management of public finances to prevent such abuses from occurring again. And we take you up north as we announced earlier on our headlines. Authorities in the town of Tuburu, up north, a region of Cameroon, have heightened and strengthened efforts in the fight against sachet whiskeys that are hugely consumed by the youth of this locality, reminding them of the dangers when it concerns health.